toutes les questions qu'on a en tête. Alors, on va commencer par des présentations croisées. On s'est levé un matin et on s'est dit que ce serait agréable quand même que les candidats, au lieu de se présenter comme d'habitude, présentent un ou une de leurs adversaires. On leur a demandé, hein, puis là je vous regarde tous et toutes, pour que ce soit convivial et positif. Alors, à suivre. Il y aura peut-être des petites attaques à suivre, mais on est ici dans la camaraderie, alors on espère que le ton va rester dans le respect mutuel. Ensuite, il va y avoir une petite activité brise-glace, juste pour se réchauffer un peu, des questions rapides, des questions personnelles sur leur campagne et leur personnalité et leur vision de Sherbrooke. Et après, on va rentrer dans le vif du sujet avec les questions à développement. Ces questions-là nous ont été envoyées par, pas tous, mais quand même certains de nos 110 membres. On a essayé de regrouper les questions sur des thèmes quand même généraux pour garder l'intérêt de tous, mais c'est sûr qu'on ne peut pas malheureusement répondre à chaque question spécifique. Après la partie des questions longues, il y aura aussi une partie ouverte à tous. Il y a des gens qui nous ont déjà signifié leur intérêt à venir poser des questions. Les questions pourront s'adresser à l'ensemble des candidats ou à une personne en particulier. Alors, on va chercher ce soir vraiment à juste mieux vous connaître. On va y aller avec le ton. C'est correct que je vous tutoie, je sais, c'est ça. Ça va être de même tout le temps, je vous avertis. Je vais me tromper plein de fois. Mais on veut que ce soit vraiment dans le respect et le plaisir. On est surtout là pour apprendre à se connaître et donner un peu plus d'informations aux gens présents, surtout des gens du communautaire, on le souhaite, qui sont les gens qu'on avait invités ce soir. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec ce qu'on appelle les présentations croisées. À titre informatif pour le public, donc les candidats auront eu l'opportunité au cours de la dernière semaine de se préparer pour une présentation de 1 à 2 minutes concernant un de leurs adversaires. Suite à quoi la personne à qui on s'adresse va avoir 1 minute supplémentaire pour renchérir, si jamais elle souhaite ajouter certains détails quant à sa vie. Ou corriger quelques détails. Au choix. Donc, pour briser la glace, j'inviterai Guillaume à présenter nul autre que Marie-Claude. Alors, bonsoir. Vous avez une bonne habitude. Alors, comme il a été spécifié, là, les gens ont eu 6 jours, sauf moi, c'est moi le pas chanceux. Donc, je les ai reçus hier, les infos. Alors, vous m'excuserez ce soir, en plus du grand débat qu'il y avait ce matin. Mais bon, on y va. Alors, Marie-Claude Bibeau, si vous ne la connaissez pas, elle est originaire de Sherbrooke. Elle a étudié en économie et en environnement. Elle a été propriétaire du camping à Compton. Et petite anecdote, j'ai été sauveteur à la piscine du camping à Compton, mais avant qu'elle soit propriétaire. On ne serait pas connus à cette époque-là. Elle a travaillé pour la Cité des Rivières, 5 ans. Ah, le camping, elle a eu 15 ans. 5 ans pour Cité des Rivières, Musée de la Nature et des Sciences aussi comme directrice pendant 7 ans. Et elle a été ministre dans le gouvernement Trudeau pendant 10 ans. Donc, voilà les grandes lignes. Si tu veux compléter, je comprenais qu'il y a un droit de complément. Oui, exact. Donc, on laisse 1 minute supplémentaire, Marie-Claude, si tu souhaites ajouter quelque chose. Oui, donc, effectivement, je suis une fille de Sherbrooke. Tu as dit que j'étais vraiment dure. J'ai quand même fait un bon résumé dans la version très courte. Je vais aussi dire que les gens me connaissent beaucoup comme Mme la ministre pour les 10 dernières années comme ministre de l'Agriculture, du Développement international et de l'Agence du revenu. Mais avant ça, j'avais quand même 25 ans d'expérience comme gestionnaire et comme entrepreneur aussi. Et j'ai été beaucoup impliquée au centre-ville, entre autres avec la promenade du Lac des Nations, le musée, directrice de l'accréditation des Jeux du Canada. Et j'étais sur le conseil d'administration de Destination Sherbrooke, commerce centre-ville, animation centre-ville, donc très impliquée sur de nombreux conseils d'administration, entre autres les 2 écoles où est-ce que mon fils est allé. Alors, une implication communautaire quand même aussi significative. Merci beaucoup, Marie-Claude. Petite précision, donc tout ça a été pigé au hasard, donc on n'a pas attribué quelqu'un comme ça, c'est vraiment un tirage au sort. Là, ça donne que ce soir, ils se sont bel et bien assis dans l'ordre de présentation. Donc, j'inviterai Marie-Claude maintenant à présenter Raïs, s'il te plaît. Alors, Raïs Kibonge est le chef du Parti Sherbrooke citoyen et par le fait même candidat à la mairie de Sherbrooke. Natif de la République démocratique du Congo, Raïs est arrivé à Montréal à l'âge de 20 ans, accompagné de son frère et de ses 3 sœurs. Diplômé en politique publique de l'école de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke, il a ensuite été élu comme conseiller municipal du district du Lac des Nations.
Pendant son mandat, il a siégé au comité exécutif et assumé le rôle de maire suppléant pendant 3 mois. Avant tout cela, M. Kibonge a travaillé comme préposé aux bénéficiaires en restauration, dans des centres d'appel et sur des chantiers de construction, notamment dans l'Ouest canadien. Chaque fois que je croise Raïs, on se voit souvent, c'est ainsi. Il est toujours aimable et prêt à aider. C'est un plaisir de le côtoyer durant cette course à la mairie. Merci, Mathilde. Merci. Raïs, quelque chose à rajouter? Oui, mais en fait, très beau travail. C'est juste que je me rends compte que j'ai pas mis cette information-là. J'adore cuisiner. J'aime beaucoup les buffets. Mais j'aime la nourriture. Bref. Donc, mais c'est vrai que j'ai mis ça nulle part, ni sur mon LinkedIn, ni dans mes réseaux sociaux. Mais à part ça, c'était très bien. Merci. Merveilleux, merci. Et donc, Raïs, on va continuer avec toi. Je t'invite à présenter Vincent, s'il te plaît. Alors, dans le coin... Non, je te... Alors, merci tout le monde de vous être déplacés. C'est vraiment un plaisir d'être ici. C'est une bonne ambiance, on aime ça. Et ce soir, j'ai le grand plaisir, voire même l'honneur de vous présenter un de mes collègues, le candidat indépendant à la mairie de Sherbrooke, Vincent Boutin. Vincent est un gars engagé, passionné, qui a laissé sa marque comme conseiller municipal de 2013 à 2021 dans le district des Quatre-Saisons. Aujourd'hui, il est directeur de l'organisme La Grande Table, un organisme qui fait une réelle différence pour les enfants qui n'ont pas toujours de quoi manger à leur faim. Une chose que je dois mentionner, il est vrai que j'aime le karaoké, mais Vincent chante pas mal mieux que moi. En fait, je le dis, croyez-moi sur parole, vous ne voulez pas m'entendre chanter. Avec Vincent, nous avons beaucoup de choses en commun. Tous les deux, nous avons étudié à l'école de politique appliquée, travaillé dans un bureau de député provincial, fait semblant d'être tough juste avant de sauter en parachute, même si on avait l'estomac totalement retourné. Pour la bonne cause, c'était pour la grande table. D'ailleurs, je pense que cette année, ça revient encore. Et ça prouve qu'on n'a pas peur de prendre des risques calculés. On a aussi en commun d'être père de famille, ça change la perspective, ça change aussi la perspective sur le type de vie qu'on veut laisser. Et si j'étais un super-héros, c'est clair que Vincent serait un acolyte idéal. Compétent, fiable, capable de sortir une toune à la guitare pour détendre l'atmosphère. Cette élection, c'est pas juste une question d'ego, c'est une question de vision. Plus on est de personnes sérieuses et bien intentionnées, plus on élève le débat. Et je peux dire que Sherbrooke gagne à avoir 4 personnes super bien intentionnées. Bravo, Raïs. Vincent, quelque chose à rajouter? Je pense pas, là. Je peux pas accoter ça. Mais ça va pas bien passer ton tour, là. Oui, en fait, je vais présenter Guillaume Brien, chef de Vision Action. Je pense que des choses qu'on partage, moi et Guillaume, c'est le goût de servir la population et de contribuer à apporter de la dignité aux gens de la ville de Sherbrooke. Guillaume a été président, directeur général, je pense, de la Fédération des coop d'habitation de l'Estrie pendant plusieurs années. Alors, il y a plusieurs projets à Sherbrooke qui ont vu le jour durant son mandat. Il possède une vaste expérience en gestionnaire, justement, dans les coops d'habitation. Père de 5 enfants, amateur aussi de grandeur nature à l'époque, si je me souviens bien. Ton petit côté sucré, si je peux dire. Et je pense qu'au cours de cette campagne-là, je pense que ce qui nous unit, c'est cette vision de vouloir créer un monde meilleur pour la ville de Sherbrooke, dans nos domaines respectifs, mais aussi dans d'autres champs de compétences, et c'est pour ça qu'on se présente à la mairie. Bien sûr, Guillaume, est-ce que tu souhaiterais rajouter quelque chose? Bien, certainement. Je vais expliquer c'est quoi un grandeur nature. C'est supposé être convivial aussi. Alors, je vous explique. On est dans le bois, habillé en médiéval. On a des personnages, donc il y a un petit côté théâtral, mais après ça, on improvise en croisant les autres. Donc, j'ai commencé ça il y a moult années. J'ai arrêté longtemps, mais avec les enfants, c'est à mon tour où je les ai amenés, puis là, ils sont rendus des animateurs maintenant. C'est eux qui en animent d'autres en forêt, habillés en médiéval. Donc, ils passent leur fin de semaine, non pas sur un écran, mais dans le bois, à jouer des personnages, et aussi à se tapocher avec des épées en mousse. Vous irez voir ça, on a une superbe entreprise qui s'appelle Calimacil, qui est reconnue internationalement, puis qui est ici à Sherbrooke, qui fait quelque chose d'extraordinaire. En tout cas, pour le monde imaginaire des enfants, là, ça leur fait développer un beau côté chevaleresque. Puis bravo à mes 3 collègues, belle présentation.
avoir eu un peu plus de temps, j'en aurais mis plus, mais je trouve ça touchant. Merci. Ben écoutez, on vous remercie de vous être prêté au jeu. Vous avez vraiment bien fait ça. Moi, c'est la première fois que j'anime un événement comme ça, fait que j'oublie plein d'affaires. Je suis un peu nerveuse. Je vous laisse 5... Merci, j'en ai. C'est mon frère, c'est en fait, je vois mon collègue Rosie Rock à l'avant qui prend des photos. Et alors, je voulais simplement vous nommer si quelqu'un n'est pas à l'aise avec le fait de se faire prendre en photo, ça serait important d'aller le voir pour lui en informer. Donc... Ici, il y a madame qui aimerait ça. Malheureusement, ça ne sera pas possible. On va mettre le soleil. un petit bonhomme sourire sur le visage, ça va être parti. On va vous cacher. Parfait. Alors, on s'est rendu à notre petite activité brise-glace. On voulait vous donner une opportunité de juste répondre à des questions rapides et spontanées. Et là, je tiens à le dire, personne n'a eu les questions d'avance. Alors, tout le monde est sur la même égalité à ce niveau-là, mais ça va être des questions plus de personnalité. On espère des réponses courtes. Et tu veux ça? Ben, moi, je faisais la discussion. Parfait. Des réponses courtes, des réponses originales, on y va dans le plaisir. On s'est demandé quel concept on pourrait faire, tu sais, comme un jeu, là, comme un jeu télévisé. Je pense qu'on a tout un buzzer. Oui, tout le monde. Wouhou! On a pensé à Piment Fort, mais là, on s'est dit, c'est une soirée familiale, ça le fera pas. Après, on s'est dit, la guerre des clans, c'est trop compliqué. Fait qu'on s'est dit juste un peu comme Génie en herbe. Il y en a d'autres, il y en a d'autres. Oui, ça Tout sent le bien. monde va avoir son buzzer. Ça va être équitable. Je fournis pas, je m'ennuie pas, excusez-moi. Je retrouve mes questions. Voilà. On Alors, va commencer. Oh, On va tester les buzzers. Ça, c'est qui? Vincent. Vincent. Raïs? Non, ça c'est Marc-Claude. Ici, on a Guillaume. Et on a Raïs. Tout le monde. Tout le monde fonctionne. Parfait. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que dans la salle, on est prêt? Oh, on a échappé Problème le- technique. Problème Vraiment technique, prêt. c'est ça qui arrive. Pendant ce temps-là, je réitère les consignes. Jamais prêt. Jamais prêt. Donc, ce sont des questions courtes. On souhaite des réponses courtes aussi. Mais le buzzer, c'est le plus vite qui OK, répond. bien c'est ça le concept. C'est que là, c'est pas tout le monde qui va répondre aux questions. Alors, la personne qui a le droit de répondre, c'est la personne qui trouve une réponse le plus vite. Il va y avoir des questions où je vais laisser d'autres candidats que la personne la plus rapide répondre, que il y aura un droit de réplique. Mais l'idée, c'est d'être spontané. Mais on est dans le plaisir, là, c'est pas des questions difficiles. Je vous le dis, c'est pas difficile. OK, je vais commencer, ça va vous donner une idée, OK? On est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Toi, tu vas me dire c'est qui? Je vais dire c'est qui, je suis là pour ça. Oui, OK. absolument. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier en tant que Sherbrookoise et Sherbrookois? Guillaume. Ben, c'est une ville extraordinaire. Les gens ici, la ville, toute la créativité et la coopération qui existe, puis ce que ça apporte, moi, ça me rend très fier. Excellent. Est-ce que ça va? Ça vous va? Ça va? Tout va bien? Excellent. On continue? On continue. Quelle rencontre avec un citoyen ou une citoyenne vous a le plus marqué depuis le début de votre campagne? Vincent. En fait, j'ai fait plusieurs assemblées de cuisine durant l'été pour aller à la rencontre des gens. Quand on fait du porte-à-porte, là, des fois on rentre dans la maison, les gens sont dans... Ben, on rentre pas, là, mais on cogne, là, on les dérange dans le 5 à 7, les bains, les dodos, les devoirs, bref, c'est un peu invasif. Et les assemblées de cuisine, ben, je m'en vais chez les gens, mais ils sont d'accord à ce que je sois là, puis c'est avec leurs voisins. En tout cas, c'est vraiment des belles activités. Puis j'arrive là, souvent je connais personne. Et je fais un peu l'animateur de la soirée. Et à un moment donné, c'est immanquable. À chaque fois, il y a un moment donné où j'ai juste besoin de me reculer dans ma chaise. Puis je regarde les gens, puis les gens parlent de ce qu'ils veulent pour leur ville. Puis l'intelligence collective fonctionne. Puis ça, pour moi, c'est tellement inspirant des moments comme ça. Parce que la politique municipale, c'est un palier le plus important, mais qui est le plus méconnu. Puis quand je vois ça, ben, ça me donne espoir pour la suite. Excellent. Là-dessus, je vais donner un droit de réplique si quelqu'un d'autre voudrait partager un moment qu'il a vécu avec un citoyen qui vous a marqué depuis le début de la campagne. Oui. Marie-Claude. En fait, je veux droit de réplique, mais je vais... Oups! Oui, c'est ça. Ça vient mélangeant. C'est plus facile à matin. Là, Je suis désolée. Ça dure pas longtemps, on en a pour un autre 5 minutes, puis après on passe aux choses sérieuses. Mais je prends du pouce sur ce que Vincent dit, parce qu'effectivement, pour moi aussi, ce qui est le plus enrichissant, c'est j'appelle ça des assemblées de jardin, parce que j'ai commencé ça pendant la COVID, à l'élection de 2021. Mais c'est ces rencontres-là avec les citoyens, et de voir aussi, de pouvoir comparer les perceptions dans les différents quartiers de la ville, et de voir,
quels sont les enjeux que tout le monde partage, puis les enjeux qui sont spécifiques aux différentes régions. Pas région, mais secteur de la ville. Puis ça, je trouve que c'est particulièrement inspirant, puis que ça nous accroche vraiment avec la réalité du terrain. Super, merci. Merci. Oh, une petite blague en passant. Oui. Il y a un de nos candidats qui était à Lennox, à Norman Green. Puis il a fait beaucoup de porte-à-porte et ils sont 8 à se présenter à Lennox. Okay? Fait que ça fait beaucoup de monde qui viennent aux portes. Fait qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui vient frapper à sa porte à lui. Il dit « Rassurez-vous, on ne fait pas de la politique, on est des témoins de Jéhovah. » C'était une belle anecdote. Ça, c'est drôle, quand même. Ben alors, Aïs, pas tout ça. Ah, ben là, vous voulez aussi Ben, partager je quelque voulais pas chose? Ok, allez-y. En fait, c'est arrivé à un bon ami et candidat aussi à moi, Julien Fontaine-Binette. Et la rencontre n'a pas fini comme on s'attendait. Il frappe à une porte et quelqu'un ouvre, il dit oui, tu m'as parlé des différentes considérations. Il dit, avez-vous quelque chose à dire? Il dit oui, vous savez, les hosties de piste cyclable, on peut-tu en avoir plus? Tellement inattendu qu'il dit ah ben oui, pas de problème, on pense ça m'a marqué comment est-ce que justement parfois on fait des rencontres, on ne s'attend pas à comment est-ce qu'elle va finir, mais faut aller à la rencontre des citoyens, c'est ça, ça donne toujours des rencontres intéressantes. On va passer à une autre question. Il n'y aura pas de droit de réplique, on va y aller rapidement. Quelle valeur personnelle guide le plus vos décisions en politique? Raïs. L'équité. L'équité? Excellent. On a d'autres questions pour vous? Oui, inquiétez-vous pas, on n'a pas fini. Non. Alors, si vous deviez organiser un événement d'éducation populaire ou de sensibilisation à Sherbrooke, quel en serait le thème et pourquoi? Marie-Claude. Partager la route. J'offre un droit de réplique là-dessus. On a Raïs. Un méchoui pour apprendre à partager la route. Un méchoui pour apprendre à partager la route. Fait que vous êtes tous au même événement, finalement, c'est ça? Vous ne vous voyez pas assez souvent, vous sentez le besoin de... OK, parfait. S'il fallait présenter Sherbrooke en une seule phrase, que diriez-vous? Raïs, rapide sur le bouton. Conciliante. Conciliant. Ah, bon. Guillaume? Oui, ville de la coopération et de l'innovation. Ça, c'est 2 mots. C'était pas une phrase? Oui, c'est une phrase. Correct, tout va bien. Tout va bien. Pardon. Prochaine question. À quel moment avez-vous changé d'avis grâce à une discussion citoyenne? Vincent. Ben, vraiment souvent, puis je n'ai pas d'exemple concret, mais depuis tout mon bagage en politique, la force d'un politicien, c'est d'être capable d'arriver avec une idée, puis d'écouter, puis d'évoluer. Fait que j'ai pas de moment précis, mais dans le porte-à-porte ou dans l'ensemble des discussions, c'est arrivé à plusieurs occasions de changer d'idée. Puis je pense qu'il faut se donner le droit aussi de changer d'idée, puis de le dire qu'on peut changer d'idée, parce qu'on est dans un monde souvent où les politiciens, on n'a pas le droit de dire qu'on s'est planté, on a fait une erreur, mais pourtant, tout le monde fait des erreurs, puis de reconnaître ça, je trouve que c'est une force de leadership. On va donner un très bref droit de réplique à Marie-Claude. Ben, juste pour dire que c'est pour ça que je veux qu'on ait plus de temps au comité plénier, c'est-à-dire aux ateliers de travail du conseil municipal en privé, parce qu'il faut se donner le temps d'avoir la bonne information et de s'influencer les uns les autres avant de tomber en débat public politique. Parfait, on va passer à d'autres questions. Si vous aviez une baguette magique, quelle est la première chose que vous changeriez à Sherbrooke? Raïs. La station d'épuration d'eau. La station d'épuration d'eau parce que l'eau c'est la vie, puis honnêtement, tu pars de là. Voilà. Alors Guillaume. L'accès aux berges, vraiment, réussir à avoir des accès, beaucoup plus d'accès. C'est quelque chose qui sensibilise puis qui raccorde à l'eau, puis éventuellement, les gens vont être plus derrière nous pour organiser l'eau, autant les eaux usées que l'eau potable. Excellent, on va passer, il faut faire ça rapidement pour passer à la prochaine question. Là, ça risque d'être intéressant. Quelle chanson représenterait le mieux votre campagne électorale? On va-tu en avoir du plaisir? On va-tu en avoir l'agrément? Des points supplémentaires pour l'avoir chanté, évidemment. Des points supplémentaires. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait s'essayer? Raïs? Je dirais... J'avais un titre, mais c'est de Valère et Feu Karim Ouellet. Je l'ai mis en plus pour mon assermentation. Mais le titre, je pense, c'est quoi? Messieurs, by my side.
Baby, you're my pride. Ça dit quelque chose? Je vous avais prévenu que je chante pas. On apprécie l'effort quand même, on apprécie l'effort. Une autre question, quel est le pire conseil que vous n'ayez jamais reçu en politique? Raïs. Le conseil municipal. On apprécie, mais on a l'impression qu'on détourne la question ici. Là, le pire conseil que vous ayez reçu personnellement. Ah! Est-ce que quelqu'un veut... Personne n'ose. Il y a personne qui vous a donné des mauvais conseils? Ah oui, on en a eu. Ben oui, mais nous autres, Oui, on fait c'est pas ça. les choses comme Non. les Ouais, autres. c'est Donc, ça. on y va dans le pire. Là. On les oublie. Pas grave, on peut passer à l'autre. C'est pas compliqué. Tu vas Ça- voir. Ah oui, c'est ça. Engagez-vous, qu'il disait. Excellent. Prochaine question. Vous avez une journée de congé à Sherbrooke. Que faites-vous? Vincent. Je vais au Mont-Bellevue, courir, rencontrer la nature, c'est gratuit, il y a du vélo gratuit, j'irai au Mont-Bellevue. Ouais. Parfait, merci. Prochaine question. Quel est le geste le plus concret que vous faites au quotidien pour contribuer à la communauté? Puis au quotidien, là, on fait une campagne électorale. Oh, excuse-moi. C'est Guillaume, c'est Guillaume. Ben, le geste le plus concret au quotidien, c'est l'implication dans la communauté, là, vraiment fortifier la communauté. J'ai contribué pour la corderie de Sherbrooke, donc ça c'est l'implication quotidienne. Puis on a créé avec ça le Baobab Café. C'est plus de 400 activités culturelles par année, donc ça c'est le genre de choses dans lesquelles on est impliqué au quotidien. J'avais un droit de réplique, je vais laisser à Marie-Claude comme il y a une petite confusion. En fait, j'allais dire une campagne électorale parce que c'est vraiment un engagement qu'on prend tous avec beaucoup de sincérité, c'est un engagement. On se lève très tôt le matin, on se couche tard le soir et c'est 7 jours semaine. Puis on le fait tous avec des intentions sincères de vouloir améliorer notre communauté. Alors, je pense que c'est un engagement qui dure depuis plusieurs mois puis qui compte aussi. Je peux-tu? Oui. En fait, ce que je dirais, évidemment, la campagne électorale, mais moi j'ai des enfants de 18 et 6 ans qui sont à l'école primaire et c'est de voir que dans leur réseau, à l'école, ce que je fais dans une campagne électorale, ça a des répercussions dans le milieu de l'école parce que ça force les gens à parler de la politique. Puis c'est vraiment motivant de voir ça, les discussions que les jeunes peuvent avoir ou avec les professeurs. Donc, comment on peut contribuer? Ben, je pense qu'à tous les jours, d'éduquer, de montrer à nos enfants l'implication, c'est une chose. Puis dans une campagne comme ça, ben, de voir ce qui est intangible finalement, mais qui fait des petits quand même dans les écoles primaires, je trouve ça cool. Techniquement, il est supposé avoir juste un droit de réplique. Correct, Correct, on est fin de même. Alors, concrètement, c'est sourire à des inconnus et dire bonjour. Aussi simple que ça, et parfois ça fait une différence. Fait que pour moi, c'est assez simple. Je mets ça dans mon horaire chargé, mais je suis capable de dire à plein d'inconnus bonjour. Et c'est ça. On en a une petite dernière. Alors, si vous aviez une machine à remonter le temps, que changeriez-vous dans les 10 dernières années à Sherbrooke? Hey, la prochaine fois, on vous invite, vraiment. Mais c'est drôle, j'ai pas de réponse encore à date. Ah, bon. Guillaume? Ben là, je vais y aller sur un thème d'actualité. Là, c'est les tubes verses. Ça fait plusieurs années qu'on doit faire des actions concrètes. Il y a des choses qui ont été faites, des villes qui se sont lancées. On est un peu en retard. Ça a amené un moratoire, puis ça a gelé beaucoup de constructions, d'éventuelles constructions de bâtiments. Ça, c'est catastrophique. Merci beaucoup. Alors, c'est ce qui conclut notre petite portion quiz. Pour le gagnant de cette portion de l'événement, je vous invite à rester à l'affût. Il sera annoncé le 2 novembre prochain. Donc, on va passer maintenant aux choses sérieuses, aux questions que nous avons reçues de nos membres, de nos groupes et organismes membres. Donc, nous avons essayé de regrouper ces questions-là en 4 thèmes. Pour chacun de ces 4 thèmes, donc ces 4 blocs-là, il y a 4 questions aussi. Les candidats ont reçu les questions d'avance.
à l'exception de M. Brien qui les a reçus. D'avance, Ah quand ouais, même. il a eu d'avance, il l'a eu. Voyons. Ben, au lieu d'une Bref. semaine, c'est un jour. Non, c'était pas une semaine, c'était 4 jours, je pense. Bref. C'est ça. Tout ça pour dire que, pour cette raison, pour les 2 premiers blocs, Guillaume a eu l'opportunité de choisir sa question, alors que les autres candidats, ça sera pigé aléatoirement. Et pour les 2 autres blocs, ça va être aléatoire pour tout le monde. Donc, Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. petite précision, Ça va? les réponses Ça sont va? au maximum de 2 minutes. Donc, on ne veut pas de réponse plus longue que 2 minutes. Et autre point, à la toute fin de ce segment-là des 4 thèmes, les candidats auront la possibilité de revenir sur une question qui ne leur a pas été posée. Donc, pour faire vite, 4 questions par bloc de 4 blocs, 2 minutes, il n'y aura pas de droit de réplique. On veut savoir votre opinion, on ne veut pas créer un débat, on veut vraiment savoir ce que vous pensez sur cette question-là. Donc, on commence tout de suite avec le premier thème. Alors, le premier thème, il est question, c'est ça, de développement social, évidemment, parce que c'est là-dedans qu'on travaille. Fait qu'on va commencer par ça. On va commencer par piger. Anne-Sophie va piger un nom dans notre beau bocal transparent pour vous montrer qu'on est vraiment transparent. Alors, Madame Bibeau, la question s'adresse à vous, la première question. Quelle serait votre définition du développement social? Ben, le développement social, c'est de faire en sorte de prendre soin des gens, de pouvoir leur permettre de développer leur plein potentiel, de pouvoir être logés, d'avoir accès aux loisirs, à la culture, au sport. Donc, c'est vraiment l'environnement de vie, c'est d'avoir un milieu de vie qui permet de te développer. Parfait, merci. On va y aller avec notre deuxième question qui va s'adresser à Raïs. Alors, quelle est votre vision du rôle de la Ville dans le développement social à Sherbrooke? La ville doit surtout être partenaire dans le développement social. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup d'organismes, mais aussi beaucoup de personnes, ou même parfois beaucoup d'entreprises sociales qui ont développé des créneaux spécialisés, une expertise. C'est souvent des expertises qui ont été développées par, je dirais, comme des passions personnelles ou des besoins personnels ou des envies personnelles. Et ça fait en sorte que les personnes ont pu se dédier à fond dans ce genre d'expertise-là. Et c'est là où la ville, sans remplacer, doit être en appui à ce genre non seulement d'implication, mais aussi d'organisation et d'organisme. Et pour ce faire, bon, l'exemple, ça serait comme quelqu'un qui a à cœur l'environnement et qui s'implique dans un organisme environnemental, quelqu'un qui a à cœur l'équité et qui s'implique dans un organisme avec, par exemple, qui fournit des petits déjeuners aux enfants. Et à ce niveau-là, je pense que la ville peut soutenir les organismes, mettre aussi bien sa puissance administrative que son réseau en appui à ces organismes-là, en reconnaissant leur expertise. Et c'est là où elle peut faire cette différence-là. Super, merci. Donc, la troisième question, vu que M. Brien a déjà notifié quelle question il voulait répondre, je vais vous l'adresser, Vincent. Je vous tue, je m'excuse. C'est une Will. Oui, bien c'est ça. Quelle place, selon vous, devrait occuper le développement social par rapport au développement économique à Sherbrooke? Bien, je pense que c'est complémentaire. Puis pour avoir parlé à plusieurs personnes qui font de l'économie sociale, puis même à grande table, c'est ça qu'on fait. On nourrit du monde, mais ultimement, on a une matière première qu'on est capable de vendre pour financer nos activités. On fait un profit, on le réinvestit dans notre organisation. Et un des préoccupations, c'est que dans le développement de la ville de Sherbrooke, il y a souvent eu la perception que l'économie sociale ou le développement social, c'est là parce que ça nous prend quelqu'un qui fait du développement social dans nos communautés, mais c'est pas un projet qui est porté par l'ensemble des membres du conseil municipal ou l'ensemble des développeurs économiques à Sherbrooke. Et pour moi, je pense que ce développement-là, on peut penser à des estrières, des récupex, pardon, ce genre de choses-là, qui au-delà de prendre un produit et le revaloriser, donne la chance à des gens qui peuvent être en réinsertion sociale, qui ont eu des coups durs dans la vie, mais qui veulent se prendre en main. Donc, finalement, au-delà de la transaction financière qu'on voit, il y a quelque chose de vraiment plus humain, de vraiment plus important qui est au bout du compte de ça. Et pour moi, c'est sûr que le développement social, l'économie sociale, ça fait partie intégrante
de ma vision des choses. Et quand j'ai fait une pause de politique en 2021, j'ai pas été travailler dans une entreprise privée comme Lobby ou whatever. J'ai été dans un OBNL à Sherbrooke qui nourrissait du monde pour améliorer la qualité de vie des gens. Et ça, c'est une valeur que je porte fondamentalement. Merci. Merci Vincent. Guillaume, comment entendez-vous reconnaître et soutenir l'expertise des organismes communautaires dans le développement social? Oui, bien d'abord, on vient d'avoir une bonne explication sur l'économie sociale, mais il y a beaucoup d'organismes communautaires qui ne se reconnaissent pas dans l'économie sociale. C'est autre chose. Petit exemple simple, quand j'ai aidé au développement de la corderie, c'est sûr que j'ai été voir mes partenaires en développement économique, puis ils ont dit, ben non, on ne peut pas vous aider, parce que si on vous donne des sous cette année, il va falloir vous en redonner l'année prochaine, vous n'allez pas développer un service ou un produit qui ramène des sous. Avec l'exemple que Vincent a donné, c'était un exemple éloquent de l'économie sociale. Hein? Mais c'est la corderie, donc il n'y a pas de développement économique là-dessus. On est du communautaire. Fait que là, dans cet esprit-là, comment la ville et les partenaires peuvent reconnaître le communautaire étant pas de l'économie sociale? Il y a plusieurs choses. D'abord, la ville peut, et comme maire, ça c'est quelque chose que je veux faire, reconnaître les démarches que font les organismes. Par exemple, quand ils vont chercher des demandes de subvention, la ville peut être un partenaire puis signifier, j'appuie tel projet ou tel organisme. Ça peut aider pour qu'on aille chercher un maximum d'argent pour nos organismes communautaires ici, pour les soutenir. Aussi, revoir le système de reconnaissance, encore récemment, Elixir, Arrimage, Centraide, sont des organismes que la Ville ne reconnaît pas dans son chaîne de reconnaissance. Il reconnaît qu'ils font plein de choses, mais ce n'est pas des organismes reconnus par la Ville. Avec ce système-là, on veut revoir les critères, puis vraiment actualiser ça en date d'aujourd'hui. Donc, reconnaître l'expertise des organismes, ils font partie de l'écosystème, et là je parle bien des organismes communautaires, on ne peut pas s'en passer, c'est essentiel. J'ai été en mesure de le vivre pendant 15 années, comme je vous disais, avec la corderie, puis l'exemple que je donnais de recherche de financement qui n'est pas du tout la même réalité pour les organismes communautaires, c'est pour ça que la Ville doit être un support, un soutien réel. Merci. On va passer à notre deuxième thème, qui était l'inclusion et la participation citoyenne. C'est vraiment quelque chose qui est revenu à plusieurs reprises comme étant une préoccupation majeure pour nos membres. Excuse-moi, oui. C'est à cause qu'on manque de temps, tu ne voulais pas nous donner une chance de bonifier ou on passe on va bonifier à la fin complètement. À la toute fin. À la toute fin, vous aurez la chance de revenir sur une des questions qui ne vous a pas été adressée. Okay, si vous voulez. Non, c'est parfait. Ben non, ça aurait pu, hein, mais là, c'est parce qu'on aurait manqué de temps. Fait qu'on a fait ça vraiment à la fin. Donc, on va y aller avec l'inclusion et la participation citoyenne. Comme je disais, c'est une préoccupation beaucoup qui est revenue dans les questions de nos membres. On va y aller au tirage au sort, Anne-Sophie, pour voir qui va avoir ma fabuleuse première question. Vincent. Merci. Roulement de tambour, j'apprécie. Vincent, alors comment la Ville de Sherbrooke peut-elle favoriser la participation des familles à faible revenu aux activités sportives, culturelles et récréatives? Bien, je pense que d'avoir des activités, Moi, je viens d'un milieu bien modeste, là, puis j'ai eu la chance au parc Couturier d'avoir un parc qui avait une patinoire, un terrain de soccer, un terrain de tennis, puis j'ai jamais fait de sport organisé de ma vie, mais j'ai fait du sport comme jamais dans ma vie parce que j'avais des infrastructures de qualité disponibles. Donc, d'avoir des montagnes comme le Mont-Bellevue où tu peux faire du vélo, de la randonnée de façon gratuite ou tout ça, ça pour moi, c'est une des façons de répondre à cette demande-là, de rendre accessible un peu tout ça. La Ville de Sherbrooke a le Fonds du sport et du loisir qui existe, qui permet aux familles en situation de pauvreté de s'inscrire, d'avoir accès à des activités sportives, culturelles, même les scouts, ça rentre là-dedans. Donc, de poursuivre ça finalement. Et je dirais aussi, on va peut-être en parler un petit peu plus tard, là, mais au niveau de la STS, les passes mensuelles à 68,50 pour les 12 à 21 ans, c'est un frein à se déplacer. Puis quand on a une famille de 2 ou 4 personnes avec des jeunes enfants, puis faire le voyagement, ça peut être un frein à cette accessibilité-là. Je pense que la Ville doit jouer ce rôle-là, de donner des infrastructures de qualité gratuites et accessibles à sa population, de mettre en place des programmes pour justement rendre ça accessible. Tant qu'à moi, ça fait partie des solutions qu'on peut mettre en place. Merci, merci. Deuxième question. Alors, Raïs, de quelle façon comptez-vous vous assurer que les structures municipales sont représentatives de la diversité de la population sherbrookoise?
en travaillant avec des groupes conseils, c'est-à-dire pour avoir une certaine expertise citoyenne. En fait, on ne peut pas tout savoir, et non seulement pas tout savoir, mais comprendre les réalités de tout le monde. Et c'est à ce niveau-là que je pense que la ville, si elle favorise des groupes conseils dans lesquels on peut avoir des réalités différentes, que ce soit femmes ou immigrantes ou trans ou assez large pour qu'on comprenne un peu mieux c'est quoi les différentes réalités et que quand elles nous sont présentées par les différents services et qu'elles arrivent un peu en fin de parcours, on a déjà fait la consultation en amont et pas en aval. Donc c'est vraiment plus ça, travailler en amont, reconnaître les réalités différentes des personnes et être capable justement de les intégrer au travail. Donc c'est aller vers les gens plutôt que d'attendre qu'ils viennent vers nous. Parfait, merci. Merci. Ensuite, Marie-Claude, je vais vous poser la troisième question, puisque c'est la dernière fois, mais Guillaume a déjà eu sa question pour celle-ci. Que proposeriez-vous pour améliorer la communication entre le conseil municipal et les citoyens? Alors, Je sens que vous êtes contente que je vous la pose. C'est tombé sur vous par hasard. Alors, allez-y. ça me fait plaisir, effectivement. Donc, oui, je veux donner plus de temps au conseil municipal pour qu'on ait des discussions en privé, puis que vraiment on ait le temps, surtout au début, de bien s'approprier les dossiers, de bien les comprendre, de retourner à la maison, de faire nos devoirs, nos recherches, nos consultations, et ensuite de revenir et d'entrer dans un débat politique. Et de pouvoir s'ouvrir devant les médias, devant le public. Ça va être très important pour moi que le site web de la ville soit tenu à jour, parce qu'en ce moment, il y a énormément de retard sur le site web de la ville, donc pour moi, c'est inacceptable. Et de rendre disponibles autant les présentations qu'on a reçues, et qui sont publiques, mais encore faut-il savoir où les chercher, de rendre publiques nos décisions, mais aussi de rendre public l'argumentaire derrière les décisions. Moi, je suis une fan de la prise de décision, de prendre des décisions qui sont basées sur des données qui sont pertinentes et qui sont fiables. Et souvent, on n'a pas l'occasion, dans le peu de temps qu'on a, que ce soit au conseil municipal, et encore moins dans une entrevue avec les médias, d'expliquer la complexité derrière une décision. Alors, je veux que sur le site web de la ville, on puisse aussi trouver l'argumentaire derrière une décision qui est plus complexe qu'on peut l'imaginer. Merci. Merci. La dernière question du thème sur la participation citoyenne. Comment Sherbrooke pourrait-elle valoriser davantage la participation citoyenne et communautaire dans ses politiques publiques? Mais d'abord, moi personnellement, je crois énormément à la participation citoyenne. Je travaille dans la gouvernance citoyenne depuis le début de ma carrière. Quand on veut faire des politiques publiques, à ce moment-là, c'est toute l'importance, autant en amont que quand on veut mettre à jour ou créer une politique, c'est d'avoir les gens qui sont concernés par cette politique-là. Prenons, disons, la politique famille à Sherbrooke, qui date de 2004. Normalement, une politique, là, ça dure 5 à 10 ans, tout dépendant de ce qui se passe dans notre société. Quand ça a 21 ans, c'est sûr qu'il faut la remettre à jour. Dans ce contexte-là, c'est important d'aller chercher les familles, de trouver plein de techniques d'animation, mais ça prend la volonté pour ça d'inclure les familles dans le processus. Je me rappellerai toujours, je fais une petite parenthèse, là, ils ont créé à un moment donné une montre où tu pouvais débarrer ta porte avec la montre. Ils ont oublié de tester, c'était pour les aînés entre autres, mais avec la poignée qui est devant moi, il fallait se tordre le bras comme ça pour ouvrir la porte. Donc, on n'avait pas testé la technologie avec le monde qui allait s'en servir. Pour moi, cet exemple-là est encore plus probant quand c'est des politiques citoyennes, quand c'est des politiques qui vont avoir un impact sur les hommes et les femmes de la ville. L'autre chose, c'est quand on fait des politiques, il faut que ça soit ancré. Fait que le fait qu'ils participent, c'est pas juste qu'on dit hey, « on les a consultés, ils ont mis 3 mots sur 3 post-it ». Non, non, il y a un ancrage avec ce qu'on fait. Une politique, ça doit servir, tu sais, c'est des balises, des normes, des guides. Donc, il faut que les gens se sentent interpellés. On fait une politique pour répondre à des besoins, pour régler certains problèmes aussi sociaux qu'on peut avoir. Donc ça, c'est des éléments où on pense que l'expérience Sherbrooke, l'expérience citoyenne, elle est fondamentale. On veut réintéresser un maximum de gens à la vie municipale. Puis les politiques peuvent être un levier, mais c'est surtout le processus autour de la politique qui est important. Merci, merci. Juste, attends. C'est parfait. Alors, on va passer à notre troisième bloc de questions. Je vais laisser la parole à ma collègue pendant que je pige les noms. Donc, pour les 2 prochains blocs, on rappelle que tout le monde va recevoir leurs questions au hasard.
Là, vous comprenez qu'on aurait laissé entendre chaque candidat sur chaque question, mais on aurait couché ici. Fait qu'on n'avait comme pas le choix de... Alors, pour la première question de la crise sociale et climatique, le terme crise sociale et climatique, la première question s'adresse à Vincent. Je rappelle ici qu'on a 2 minutes de réponse au maximum. Donc, brièvement, quelle est ta vision du logement social et communautaire pour la ville de Sherbrooke et quels sont les engagements qui découlent de cette vision? La ville de Sherbrooke s'est dotée de la cible de 20% dans sa politique d'habitation. Je pense que c'est un objectif qu'on se doit d'atteindre. Et pour ce faire, il faut travailler davantage avec les OBNL. Le dollar que la ville met en logement social, donc dans les différents projets, il faut qu'on soit capable de faire fructifier ce montant-là. Notamment, les organismes m'ont parlé de la difficulté de prévoir leurs projets parce que la ville n'a pas de planification sur 5 ans, on y va année après année. Je comprends que le FAC a ses propres règles du jeu, mais la ville pourrait travailler différemment. Il y a un concept dans certaines villes où la ville travaille avec des OBNL en logement et leur dit « Je t'engage pour que tu développes dans les 5 prochaines années 1000 portes. Puis je vais donner le montant X de la porte. Donc ça, c'est ton carré de sable que tu peux, toi, prévoir tes projets. » Ensuite, à l'heure actuelle, la façon dont la ville fonctionne, c'est que lorsque la ville s'engage financièrement avec les habitations des cœurs, la Fédération des coops, le décaissement est fait à la fin du projet. Ce qui fait que c'est l'OBNL qui prend le risque financier et qui absorbe pendant des mois, voire des années, cette somme financière-là, finalement. Donc, si on peut décaisser de façon progressive, ça va permettre justement aux OBNL d'avoir de l'air et peut-être d'être plus dans la liquidité. Aussi, l'OMH, à partir de 2028, va commencer à avoir des bâtiments qui sont libres de droit avec la SHQ, ce qui veut dire que la société va pouvoir commencer à hypothéquer ces bâtiments pour avoir du capital pour des nouveaux projets. La solution, ce n'est pas un élément, c'est plusieurs éléments et aussi que la ville se doit de faciliter le processus, notamment, selon moi, en créant un bâtisseur autorisé ou certifié qui permettrait une certaine latitude, parce que c'est extrêmement lourd, complexe faire des développements à la ville de Sherbrooke. Évidemment, il ne faut pas qu'on ait trop de passe-droit et qu'on se trouve avec des cas juridiques pour la suite, mais de donner de l'air à nos joueurs, qu'ils soient OMH, communautaires ou encore, même aussi avec le privé, des fois, il y a des possibilités de faire des partenariats. Parfait! À la cloche! Alors, la prochaine question va s'adresser à Guillaume. Alors, quelles mesures comptez-vous mettre en place pour soutenir les personnes et familles vivant en situation de pauvreté dans notre ville? Oui, bien, le premier poste de dépense chez les ménages, d'abord, c'est le logement. Ça nous prend du logement abordable. Ça, c'est fondamental. C'est pour ça qu'on propose de bâtir par année. Il se bâtit toute unité et logement confondus, à peu près 1500 unités. On en propose 500 unités de plus, donc 2000 par année. Et là-dessus, le 20 je trouve ça intéressant. Vincent a fait un super résumé de ce qui se passe en habitation. L'année dernière, on était une centaine d'experts à Montréal, puis on a fixé au fruit des analyses et des études que c'était le 20 qu'il fallait atteindre. Donc ça, c'est fondamental qu'il y ait du logement abordable en termes de solutions. Je vous donne juste quelques exemples. Il y a des grandes familles, on a plus de 300 grandes familles sur des listes d'attente. Ça veut dire qu'ils sont en suroccupation dans des petits logements. Je n'ai pas vécu ce qu'ils ont vécu, mais on était quand même 7 mois dans un 5,5 pendant plusieurs années. Fait que ça, c'est quelque chose qui est important à réaliser rapidement. Il y a eu des nouveaux programmes. Là. Vincent a souligné le FAC, là, mais c'est un programme qui doit être ajusté fortement. Fait qu'il faut faire des démarches, montrer comment on peut faire autrement au gouvernement, leur proposer comment on peut innover. Puis ça, c'est fondamental. Après ça, pour les familles, l'accorderie, c'est miser sur les forces. Ça, c'est un organisme. On a commencé ça à 10. On est plus de 1300 maintenant où on mise sur les forces de chacun. Donc, peu importe où tu habites dans un quartier, on est là puis on peut s'entraider. 1 heure, que quelqu'un m'aide, puis que moi j'aide une autre personne d'1 heure, bien ça, c'est indépendamment de notre situation. Là, on a vu comment ça fortifier nos communautés. La recherche, actuellement, c'était pas une recherche aussi pour aider à mettre en place des actions concrètes. Ça prend une recherche. Bien, l'Observatoire estrien en développement des communautés a fait beaucoup de démarches pour démontrer des réalités en partenariat avec la santé publique. Ça, c'est le genre d'action qu'il faut augmenter. Il restait 6 secondes. Félicitations. La prochaine question ira donc à... Oui.
à Raïs. Donc, Raïs, quel engagement concret prenez-vous pour garantir l'accessibilité, l'abordabilité et la qualité du transport collectif et adapté à Sherbrooke? OK. Donc, pour cet engagement-là, on a eu la chance de travailler sur, justement, non seulement maintenir les services qu'il y avait à la STS, mais se battre au niveau du financement. Donc, on a eu beaucoup de débats autour de la taxe immatriculation, mais ce que ça a donné, c'est une sécurité pour les 3 prochaines années, de pouvoir planifier un développement du service. Et à ce niveau-là, l'engagement que l'on prend, c'est de continuer à bonifier ce service-là. Donc, on parle aussi bien du service hors Sherbrooke, c'est-à-dire avoir des stationnements stratégiques là où les gens peuvent venir et avoir des lignes directes vers les pôles centraux très actifs, en fait, qui sont l'université, le centre-ville, le quartier industriel et bien entendu le CHU, mais aussi continuer dans la lancée sur laquelle on est en ce moment. Donc, on a réduit de moitié la passe pour les aînés comparé à ce qu'ils faisaient avant et de continuer à travailler dans cette optique-là, que ce soit multiplier les différents, vraiment les différentes options qui font que le transport en commun soit non seulement accessible. La deuxième partie, ça serait de travailler avec les différents organismes en accessibilité, que ce soit pour les personnes avec un handicap visuel ou les gens à mobilité réduite. Et d'assurer que tout le monde, quand il prend le transport en commun ou quand il veut prendre une piste cyclable et qu'il est sur un triporteur ou quadriporteur, se sente en sécurité et ça puisse rentrer dans ses moyens. Et à ce niveau-là, je tiens quand même à féliciter Guillaume, qui a travaillé très fort pour le dossier de l'accessibilité, le transport solidaire, la passe solidaire. Donc, c'est quelque chose que j'avais vu aller depuis longtemps et qu'avec le conseil actuel, on a pu travailler justement à finir de réaliser. Donc, c'est toujours un travail commun et c'est bien de voir que plus cette sensibilité-là à la solidarité arrive, plus on est capable de produire ça. Merci beaucoup, Raïs. Notre dernière question pour ce bloc sur la crise sociale et climatique s'adresse à Marie-Claude. Quels sont, selon vous, les enjeux sociaux reliés au changement climatique, plus précisément à Sherbrooke, et de quelle façon allez-vous les adresser? Ben, je dirais que le plus évident, c'est les vagues de chaleur qui vont toucher de façon plus importante les personnes qui vivent dans des espaces où les personnes défavorisées qui vivent dans des endroits où il y a des îlots de chaleur plus intenses, qui n'ont peut-être pas non plus l'air climatisé à la maison, qui ont moins d'accès aux parcs et autres. Donc, certainement que les vagues de chaleur les affectent plus difficilement que d'autres. Et ça, je crois qu'il y a beaucoup d'actions qui vont être prises. D'ailleurs, il y a le plan climat, la ville de Sherbrooke a reçu les fonds pour élaborer un plan climat. Donc, il y a un premier volet pour l'adaptation. C'est le deuxième, c'est l'adaptation, le premier. Alors, et ça, j'ai pris un engagement justement parce que c'est bien de l'avoir adopté. Maintenant, on a l'obligation de le mettre en œuvre et le gouvernement du Québec s'en vient avec des programmes, donc de l'argent, mais je veux m'assurer qu'on va suivre ça de près et qu'on va pouvoir aller chercher chaque dollar pour que les dollars investis par la ville de Sherbrooke servent de levier pour bénéficier de tout l'argent qui s'en vient du Québec pour mettre en œuvre ces programmes-là et mettre en œuvre ces mesures concrètes-là pour, entre autres, lutter contre les îlots de chaleur et en faire bénéficier le plus possible les gens qui sont plus touchés par ce genre de situation. Merci beaucoup, Marie-Claude. On passe donc à notre quatrième bloc de questions à développement. Ce bloc, il s'agit de questions de membres, d'organismes membres de la CDC qui malheureusement ne peuvent pas être parmi nous ce soir pour poser leurs questions dans le cadre des questions du public qui s'en suivront. Donc, la première question de ce bloc s'adressera à... Roulement de tambour, Guillaume. Guillaume. Donc, Guillaume, quelles mesures concrètes comptez-vous mettre en place pour faciliter le travail des organismes communautaires? Bien, d'abord, une pleine et entière reconnaissance pour ce qu'ils font réellement. Ça, je pense, c'est important. Il y a plusieurs organismes communautaires que nos élus ne connaissent pas. Ils font un travail extraordinaire, mais les élus ne les connaissent pas. Puis des fois, il y a même des gens de d'autres pays qui viennent visiter pour voir qu'est-ce qu'ils font ici, mais nos élus ici ne le savent pas. Donc là, il y a une reconnaissance, puis de pouvoir présenter qu'est-ce qui est fait, là, ça, c'est un élément. Je vous parlais tantôt de revoir les critères de reconnaissance puis les droits qui viennent avec les types de reconnaissance. Il y a plusieurs organismes qui ont dit, moi, je n'ai pas besoin d'avoir un financement
mais le fait d'être reconnu, ça va m'aider, ça va être un levier pour plusieurs demandes financières ou plusieurs projets. Donc, consolider le partenariat avec la CDC, s'assurer d'épauler nos partenaires du territoire qui agissent en vecteur du développement social. Dit autrement, la CDC est déjà un répondant pour les organismes communautaires, comme les organismes communautaires le sont pour ceux qui desservent ou qui appuient. Donc, pour nous, ce type de partenariat-là est fondamental. Il faut l'appuyer davantage. Puis, ça passe, je vous parlais d'expérience Sherbrooke, bien justement, que nos élus puissent aller voir dans les organismes qu'est-ce qui est fait aussi. Voilà. Merci beaucoup. Deuxième question va s'adresser à Vincent. Donc, Vincent, comment allez-vous intégrer les personnes directement concernées dans l'élaboration des politiques municipales? Je parle ici, par exemple, des personnes à faible revenu ou des personnes marginalisées. Bien, ce que je pense, c'est qu'à l'heure actuelle, dans les commissions, il n'y a pas de citoyens ou de représentants de différents groupes. Et pour moi, ça, c'est une lacune parce qu'avant, lorsque j'étais là, quand j'étais par exemple président du comité des sports, il y avait des représentants des tables sectorielles, donc les sports d'hiver, les sports de gymnase, les sports aquatiques. Et moi, en tant qu'élu, ça me permettait d'avoir une lecture de la situation sur le terrain, de reconnecter avec le terrain. Alors, pour moi, une des façons de répondre à ça, c'est de ramener des citoyens sur ces commissions-là, des experts, pour avoir le pouls. Si on a une commission en développement social, ben, d'avoir quelqu'un d'un OBNL qui est spécialisé. Je me souviens à l'époque, on parlait beaucoup de la violence faite aux femmes dans les rues, mais quelqu'un qui peut porter ce message-là, influencer les décisions. Comment la ville se comporte en termes d'inclusion, de l'immigration, soit en termes d'engager des gens issus des communautés culturelles ou la réalité avec les organismes, notamment, on peut parler après ça de EDI et tout ça, donc de ramener cette expertise-là au sein de des commissions. Et pour moi, comment faire plus, comment mieux consulter, je pense que c'est à deux niveaux. Tout d'abord, de mandater la commission de développement social communautaire, en tout cas le nom reste à peaufiner, là, mais ce qui nous unit ici aujourd'hui pour adresser cette question-là et arriver avec des pistes de solutions qui vont percoler dans l'ensemble de la gouvernance de la ville de Sherbrooke, dans l'ensemble des commissions. Ensuite, ce que je pense à la ville de Sherbrooke, moi dans mon district, à l'époque, qui était le district des 4 saisons, puis je dis allô à Joanie qui est là aussi là-bas, il y avait la table de quartier Jardin Fleuri. Et cette table-là, avec les différentes tables de quartier, bien, ça permettait à des gens en situation de pauvreté d'avoir une tribune sur laquelle s'expliquer. Et c'est d'ailleurs là qu'est née la volonté, en tout cas ma volonté et celle du conseil d'arrondissement de Fleurimont à l'époque, de faire des jeux d'eau au parc Jardin Fleuri, parce que c'était un parc qui n'avait pas de piscine, c'était une densité très forte, c'était là où il y a le plus de familles monoparentales en Estrie. Donc, c'est en écoutant ces gens-là via ce genre d'initiative-là qu'on peut vraiment aller chercher le pouls de ces personnes-là. Merci, Vincent. La prochaine question qui va aller à... Araïs. Donc, j'ai une petite mise en contexte ici. La disponibilité des salles, que ce soit pour les bureaux, que ce soit pour les événements, que ce soit pour les rencontres, est un enjeu extrêmement important pour les organismes communautaires. On n'en trouve pas, on n'arrive pas à réserver rien. Comment allez-vous y remédier? Bien, pour ce qui est de la disponibilité des salles, je pense que la première chose, c'est d'abord de voir pour les besoins des personnes, parce qu'il y a des besoins réguliers, puis il y a des besoins qui vont être, je dirais, comme 1-2 fois par année. Et à ce niveau-là, moi, je suis très fan de travailler avec nos forces et aussi de mutualiser, que ce soit les espaces, mais aussi d'être créatif en disant, ben, on peut mutualiser quand le temps est beau, d'avoir des espaces, des rencontres en espace vert, mais de partir de ces besoins-là, d'être plus flexible aussi. Et ça demande d'être capable justement de reconnaître c'est quoi les différents besoins des organismes, les différents besoins des groupes citoyens. Et en ce faisant, de voir s'il y a possibilité, par exemple ici au centre-ville, on va avoir plusieurs bureaux ou locaux qui vont être vides, commerciaux, de voir s'il n'y a pas justement moyen que la ville serve d'intermédiaire pour dire, ben, tant qu'à avoir un local ville pendant 1 an, 2 ans, est-ce qu'on pourrait louer à mi-temps ou une fois par mois ou plusieurs fois par semaine pour des rencontres d'organismes, pour faire des activités. Et ça rentrerait directement aller vers des organismes, mais aussi vers les besoins. Et ça peut être fait à la grandeur, comme on parle de locaux commerciaux, que ce soit dans différents arrondissements ou plus au centre-ville.
Merci beaucoup, Raïs. Notre dernière question de ce bloc va à Marie-Claude. Donc, quelle est votre définition de l'accessibilité universelle? Et considérant votre définition, comment ça va-t-il s'appliquer à vos décisions et projets futurs? Pour moi, l'accessibilité universelle, c'est bien sûr l'accessibilité physique au lieu. C'est aussi l'accessibilité financière. C'est l'accessibilité intellectuelle. Et je dirais l'accessibilité au niveau de l'information, d'avoir l'information, de savoir que quelque chose existe et de savoir où trouver cette information-là. Donc, c'est important qu'au niveau de la ville, tantôt j'ai parlé du site Internet, donc qu'il soit accessible, qu'il soit mis à jour. Quand on travaille nos infrastructures municipales, sportives, récréatives, culturelles, qu'on s'assure qu'elles soient accessibles aussi aux personnes à mobilité réduite. Qu'on travaille en partenariat avec les organismes communautaires pour faire puis il y a déjà des programmes qui existent, Vincent en a mentionné tout à l'heure, pour pouvoir avoir accès à moindre coût au musée ou à la base d'autobus, par exemple. Donc, il y a différents programmes, je crois que la Ville a un rôle à jouer pour venir en soutien aussi à des organismes. Donc, c'est vraiment toute cette... Il y a 4 dimensions pour moi à l'accessibilité. Super, merci. Cela conclut notre période de questions longues sur les 4 thèmes qu'on avait. On peut vous trouver de l'eau. On va faire ça. On va vous demander de rebondir s'il y a des questions qui vous ont spécifiquement interpellé, mais que malheureusement votre nom n'a pas été tiré lors de cette question-là. On va par contre réduire un peu le temps parce que la soirée avance et on veut surtout laisser la place au public présent. Donc, ça va être des réponses de 1 minute maximum, s'il vous plaît. Et on va y aller au sort pour savoir qui veut participer, veut rebondir sur une question. Vous pouvez tous rebondir sur la même question si vous le voulez, mais une seule, malheureusement, pour laisser le temps aux gens de la salle de parler. Donc, la première personne qui peut avoir l'opportunité, Vincent, si tu veux rebondir sur quelque chose. Oui, moi je veux revenir sur celle sur les changements climatiques. Et dans ce que je propose, à l'heure actuelle, dans certaines discussions que j'ai eues avec des gens à l'interne ou à l'externe, le bureau de l'environnement est un peu freiné parce que c'est comme, c'est très en vase clos. Fait que moi, je pense que le bureau de l'environnement doit être transversal, pouvoir aller jouer dans chacun des secteurs de la ville parce que c'est des enjeux qui sont importants. Vous irez voir le budget d'immobilisation de la ville, là. Quand on voit les enjeux, c'est écrit les rues, la mobilité, les aqueducs, les égouts, puis il n'y a aucune place dans ce qui est proposé là, c'est écrit adaptation au changement climatique. Donc, pour moi, d'avoir une enveloppe ciblée à l'adaptation et s'adapter à la lutte, en tout cas s'adapter au changement climatique, pour moi, c'est fondamental que ce soit écrit dans cette politique-là, notamment avec la politique de l'air, continuer le verdissement. Et je pense à Geneviève Laroche qui est pilotée le plan d'urbanisme aussi, qui est là avec nous ce soir, parce que la façon dont on développe les villes aussi, c'est une façon de s'adapter au changement climatique. Merci, merci Vincent. On va y aller avec la prochaine personne. Ouais. Guillaume. Oui, alors rapidement, ça touche les changements climatiques également. Juste pour vous dire, plus il va y avoir d'inondations, plus ça va toucher, au lieu que ça soit une fois aux 100 ans, autour de certaines rivières, certains points d'eau, si ça devient une fois aux 5 ans ou 10 ans, ça va avoir des impacts. Vous faites déjà un travail énorme. Je ne veux pas être pessimiste, mais je vous annonce que ça va être encore plus dur parce que les zones touchées, on parlait de l'eau de chaleur tantôt, ou les inondations, les grands vents, les sécheresses, ça va toucher. Puis sur les secteurs qui vont être le plus touchés, souvent, ça va être notre monde le plus vulnérable qui vont être dans ces lieux-là. Fait que on est déjà en train de travailler fort à trouver des nouvelles façons de faire. Oui, s'éloigner de certains lieux, mais ce que ça amène aussi, c'est des grands mouvements de population. On l'a vu avec la COVID, hein? Ça a amené beaucoup de gens, entre autres de Montréal, vers nous. On n'était pas prêts à ça. Toutes les ratios, toutes les façons de développer à chaque année ont explosé. Fait que ce qui s'en vient avec les changements climatiques, c'est aussi des mouvements de population comme ça. Il y a des façons de développer. J'ai pu parler des gens à l'ONU, en habitation, entre autres, mais... merci, on est rentré à suivre. Merci. Alors, la prochaine personne qui peut rebondir sur un thème qu'on a effleuré, Marie-Claude. Oui, alors, je vais revenir sur le rôle de la municipalité en soutien au monde communautaire. Je dirais que ça se fait à 3 niveaux. Donc, quand on est vraiment dans les responsabilités municipales, je pense entre autres à
loisirs, à la culture, au sport, à la mobilité. Vraiment, c'est une question de soutien aux organismes, un soutien direct. On joue dans la cour des responsabilités municipales. Le deuxième niveau, c'est d'assurer un rôle de leadership, de cohésion, oui, de faire en sorte que, par exemple, l'itinérance, ce n'est pas une responsabilité de premier niveau municipal. On se parle de santé et services sociaux, c'est provincial. Sauf que ça se passe dans notre cour et c'est super important qu'au niveau de la municipalité, au niveau de la mairesse, qu'on assume un leadership puis qu'on s'assure que tous les intervenants travaillent ensemble puis qu'on répond à toutes les opportunités qui vont venir de Québec et qu'on met à disposition les services, le terrain, ou en tout cas vraiment qu'on soit là. Merci. Et le troisième était de s'assurer que les partenaires travaillent ensemble. Ça passe vite une minute, c'est ça, malheureusement, c'est très cruel comme... Il reste s'il y avait un sujet sur lequel tu voulais rebondir. Juste le thème 3, on Oui. dit qu'est-ce que brièvement, c'est quoi la vision du logement social et communautaire, puis assez simplement, je dirais, ça serait de travailler non seulement à la déstigmatisation, donc il faut que les gens s'enlèvent de la tête que le logement social, il y a comme un stigma dessus, mais surtout pousser pour les mesures qu'on a vues qui sont efficaces. C'est-à-dire, oui, on soutient les OBNL, oui, on est capable justement de continuer à bonifier ce financement-là et d'aider l'OMH, mais surtout en tant que ville, en tant que municipalité qui a un pouvoir aussi bien, je dirais, administratif, on se porte garant beaucoup plus pour les différents organismes. Puis c'est vrai que parfois les organismes vont venir nous voir, que ce soit par rapport à un projet d'économie sociale ou de logement, donc ça englobe les deux, et ils doivent se battre et passer par des longs processus, alors que la ville peut dire, ben ça c'est du bon monde, ça c'est des gens qui font une différence à Sherbrooke, et on va se porter garant pour eux, on va cautionner, parce qu'à ce niveau-là, je pense qu'il faut passer de la parole aux actes et être capable de dire, en effet, on les cautionne et on vous accompagne à l'avant. Merci, merci. Ça passe vite une minute, je sais, c'est difficile, mais c'est ça, voilà. Alors, merci d'avoir répondu avec, on passe un grand soupir de soulagement. On a terminé une autre portion de notre soirée. On va y aller avec les questions du public. Il y a des gens qui nous avaient déjà signifié leur intérêt à venir prendre le micro à l'avant. J'ai quelques petites règles, par contre, avant qu'on commence. On porte attention, s'il vous plaît, ça va être important. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont plusieurs questions, qui ont même des listes de questions, mais on va y aller avec une question à la fois. Vous pouvez toujours revenir par la suite pour une question B ou une sous-question par rapport à votre première question. Surtout si votre question s'adresse à l'ensemble des candidats, vous comprendrez qu'on n'a pas le choix d'être un peu rapide dans l'exécution de tout cela. Il y avait des gens qui nous avaient déjà, c'est ça, demandé de prendre la parole, mais je ne sais pas si la personne est là. Est-ce que Clément est dans la salle? Il n'est pas venu. Oui! Ah! Voilà! On va vous demander de vous approcher, s'il vous plaît. Juste Catherine, oui. Est-ce qu'on a un temps imparti on y va avec une minute. Oui, on y va avec une minute par candidat. Ça se peut qu'il y ait des questions qui s'adressent spécifiquement à l'un ou l'une d'entre vous, mais c'est la personne qui va poser la question qui va spécifier. Vous m'avez pas dit combien de temps j'avais. Ah, ben là, vous, là! Parce que je pense que je suis pas mal le vieux de la salle, là. Alors, mais justement, ma question concerne le logement social pour les aînés. Ben, ça tombe bien, ça tombe bien. Je vais vous laisser vous présenter, poser votre question. On va commencer par une question. Voilà. Vous pourrez revenir s'il reste du temps à la fin. Je vais essayer de faire ça simple et rapide. Commencez par vous présenter. Ben, Clément Mercier, je suis impliqué, disons, comme citoyen, retraité, aîné, dans le comité Sauvons-Ménacène depuis maintenant 3 ans. Et c'est vraiment concernant le logement social pour les personnes aînées à faibles et moyens revenus que je veux amener le débat ou amener la question à nos candidats. Puis en passant, je voudrais féliciter pour leur engagement. Moi, à l'âge que j'ai, je pense que je peux dire que j'en ai fait un bon bout d'engagement de toutes sortes, mais jamais en politique comme tel. Et j'avoue que l'engagement en politique, c'est un des plus nobles et des plus exigeants. Et je vous félicite pour votre engagement. Merci. Et on a besoin de gens. Puis d'en avoir 4, c'est quand même intéressant de voir qu'il y a de la relève. Alors voilà, en fait, la situation de Ménacène, je pense que tout le monde la connaît. Oui. Un OBNL qui existe depuis 40 ans.
pour les personnes âgées, aînées, à faible revenu, que tout le monde connaît, mais qu'un certain nombre de gens chez nous ont pensé nous faire croire que ce n'était pas une OBNL et que là, maintenant, il n'y avait plus de besoin de logement pour les personnes qui habitent toujours là. De logement social, entendons-nous. Et encore aujourd'hui, on entendait à la cour d'appel les avocats de nos vendeurs et de nos acheteurs dire qu'on ne savait pas que c'était un OBNL. Et on l'a su, peut-être qu'on aurait fait les choses autrement. Bon, évidemment, on prend les arguments qu'on peut. Avec 20 millions, vous savez, en poche, comme ceux que les vendeurs ont reçus, ils sont capables de nous traîner longtemps devant les tribunaux. Clairement. Alors voilà la question. Bien sûr. Est-ce que vous autres, comme futur maire, quelle est d'abord votre position sur ce qui est arrivé à Ménacène? Et deuxièmement, qu'est-ce que vous comptez faire pour éviter qu'une telle affaire se reproduise? Parfait. Merci, Clément. On va y aller dans l'ordre que vous êtes assis. Puis la prochaine question, on va le faire de l'autre sens. Ça vous convient? Alors, on va commencer avec vous, Guillaume. On a 1 minute. Merci. Oui, bien merci pour la question. On était ensemble à une conférence de presse il y a quelques mois pour dénoncer ce drame-là. Malheureusement, ça a pris ce drame-là pour que la loi change. On a pu l'apprécier pour éviter que tout projet de logements sociaux qui a eu du financement gouvernemental puisse se vendre comme ça au privé, puis faire des gains à quelques individus, ils étaient 5. Donc, à la loi qui a été changée après ça, ça fait longtemps qu'on poussait pour qu'elle change, là. Ça a pris ça malheureusement, et dans le porte-à-porte aussi, j'ai rencontré des gens, là, ils sont encore sous le choc, là. C'est un vrai choc pour les gens parce que dans le fond, tu as un nouveau propriétaire, puis veut pas, c'est une business. On passe d'un OBNL, un organisme à but non lucratif en habitation, à une business privée pour faire de l'argent. Fait que c'est vraiment un changement de cap. Puis là-dessus, ben, en tout cas, l'appui est là pour s'assurer que ça ne se reproduise pas et possiblement que vous gagnez en cours là, pour récupérer l'OBNL et l'actif. Merci. Marie-Claude? Merci. Effectivement, c'est profondément choquant ce qui s'est passé et il faut attendre le jugement de la Cour, mais le premier a été en votre faveur et je crois que la meilleure solution serait effectivement de reconstituer l'OBNL, à suivre le jugement si on n'a pas... on verra ce que la Cour en décidera. Ma compréhension, c'est que pour reconstituer... Ben, en fait, est-ce que l'OBNL sera reconstitué si vous avez besoin de soutien? Je comprends qu'il y a des organismes communautaires qui existent et qui pourront vous venir en soutien. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que si ce n'est pas dans la juridiction, les responsabilités directement de la ville, je vous offre par contre mon soutien avec le réseau que j'ai. Et je dis souvent à la blague là, que mon super pouvoir, c'est justement de pouvoir faire travailler ensemble des gens et des partenaires qui ne travailleraient peut-être pas naturellement ensemble. Et puis, on va suivre ça de près pour vous accompagner ou pour s'assurer que vous avez les bonnes personnes pour vous accompagner. Merci. Faïs? Non seulement c'est terrible ce qui est arrivé, mais en plus on ne veut plus que ça se passe. Donc c'est aussi l'une des raisons pour laquelle quand on a fait notre annonce sur le logement social et le logement hors taxe, on l'a fait devant Ménacène pour dire que c'est vrai, avec les anciennes lois, on n'aurait pas pu l'empêcher, mais par contre, ce qu'on s'engage à faire, peu importe ce que ça va être le jugement de la Cour, c'est qu'en cas de volonté de reconstituer l'OBNL, la ville sera là. Pourquoi? Parce que quand on parle d'être capable de racheter ou tout ça, et qu'on parle d'aller chercher du logement social, oui, à la construction, mais il peut aussi avoir l'accompagnement et de dire que ce fonds-là, qu'on veut monter à 12 millions pour aider à l'acquisition du logement social, il peut servir aussi à des personnes qui veulent se mettre en OBNL, coop et autres, mais que cet argent-là, on pense qu'il est bien investi parce qu'il permet justement de répondre à un besoin direct, rapide. C'est plus rapide de racheter que de bâtir. Et à ce niveau-là, nous, on s'engage à le faire. Merci. Vincent? Ben, je pense que je partage la même vision que tout le monde par rapport à ça. C'est pas parce que ça a été légal que c'était moral nécessairement, puis content que la loi ait changé par rapport à ça.
On a un dossier qui est excessivement complexe avec plusieurs parties prenantes. C'est sûr que pour ma part, je suis solidaire de votre démarche. Si la Ville peut appuyer d'une quelconque façon, tant mieux, mais il reste quand même qu'il y a des enjeux qui sont des juridictions provinciales qui dépassent clairement la Ville de Sherbrooke et tout ça. Fait que si on peut supporter, comme Mme Ibo a dit, avec nos réseaux respectifs, avec si, tant mieux. Donc, je pense que vous avez des quatre ici, un élan de solidarité, mais il ne faut pas oublier que c'est un dossier complexe qui va prendre encore plusieurs étapes. Puis, selon nos compétences, selon notre limite, bien, je pense que c'est de nous accompagner du mieux qu'on peut là-dedans, mais il y a des décisions qui relèvent, qui dépassent la Ville de Sherbrooke, clairement. Merci. Clément, ça répond à votre question? Oui, ça répond bien. Je voudrais quand même juste ajouter que nous, on prétend que c'est illégal et on est en mesure de le démontrer. Évidemment, quand on aura la C'est ça, du moment que le juge du moment que ça aura été jugé, mais pour le moment, on est en attente. Et malgré, je dirais, l'inertie et, je pense, la complicité des autorités publiques à Québec et à Ottawa, on est obligé de continuer à se battre. On est en campagne de financement et je vous dis, jeudi matin, il y aura une autre conférence de presse pour annoncer une relance de notre campagne à l'échelle nationale avec l'appui des grands réseaux d'économie sociale et du monde communautaire. Merci, bravo Clément. Merci. Merci. Là, j'encouragerais, je vois qu'il y a des mains levées, mais en fait, je vais peut-être spécifier, là, il y a un micro. Alors, ceux qui sont intéressés à venir, vous devez vous placer. Je sais qu'il y a des gens qui... Oui? Mais il y a des gens qui m'avaient dit « Ah, je vais venir poser une question. » Puis là, finalement, ils sont « Ah, je sais pas, c'est pas grave. » Fait qu'on va y aller. Si vous voulez toujours poser une question, comme vous nous avez mentionné, je vous inviterai à vous mettre en peut-être. On se sépare, c'est ça, c'est comme le Boxing Day, là, c'est merveilleux. Alors, on n'aura peut-être pas le temps de passer toutes les questions, malheureusement, mais on voit que vous êtes populaires. Mesdames, Messieurs, vous êtes populaires. Alors, on vous écoute brièvement, s'il vous plaît, pour que tout le monde puisse répondre. Bonsoir, je m'appelle Marlène Galère. Merci à vous de vous prêter à une campagne électorale. Ma question ce soir touche les finances et les dépenses publiques. On n'a pas vraiment abordé. Vous voyez qu'on en parle depuis tantôt, on a des difficultés dans la veine des familles, dans les niveaux, la classe moyenne surtout. Et pour avoir travaillé comme DG adjoint dans une municipalité, j'ai rapidement compris qu'un budget municipal, on calcule nos dépenses, puis après on va chercher l'argent, les taxes de nos citoyens. Avec les scandales qu'on a, gouvernement fédéral, Trudeau, et gouvernement provincial, Legault, et qu'on en voit de plus en plus dans nos municipalités, ma question s'adresse soit à votre parti ou à vous qui êtes indépendant. Comment vous pensez, avez-vous quelque chose pour contrer genre les dépenses qui sont complètement absurdes, qu'on voit de plus en plus, qui viennent de nos poches? Puis les subventions, je comprends, mais ça vient de la poche de droite au lieu de la gauche. Donc ça, c'est ma question pour vous ce soir. On va y aller avec Vincent en premier. Oui, ben pour avoir fait 8 budgets municipaux, là, quand les élus se réunissent pour faire le lac à l'épaule du budget, là, chaque dépense est questionnée à savoir si c'est utile, pertinent ou pas. Ceci, puis moi, je pense que nos employés sont bons à la ville de Sherbrooke. Ceci étant dit, des fois, la difficulté qu'on peut avoir, c'est qu'il y a plusieurs couches hiérarchiques, il y a plusieurs strates dans une grande municipalité comme la ville. C'est 13 entreprises différentes qui vont des pompiers, des polices à la voirie, aux communautaires. Et des fois, on peut perdre la trace de lorsqu'on met un investissement. Est-ce que l'argent a bien été dépensé? Est-ce que les objectifs qu'on s'est mis ont été réalisés? Et pour moi, d'avoir des indicateurs, lorsqu'on fait notre plan d'action avec des indicateurs et des objectifs, ça va nous permettre de voir en temps réel dans la machine comment les dossiers, comment nos priorités se déploient, est-ce que ça va bien, où on a du retard, comment on peut améliorer le processus et juger année après année de la performance de la machine. Mais moi, je le répète, nos employés de la ville de Sherbrooke, c'est des gens qui sont travaillants. Des scandales financiers, là, il n'y a aucune ville, il n'y a aucune entreprise qui est à l'abri de ça. Mais je pense que pour la ville de Sherbrooke... On est à 1 minute, merci. Merci. Très rapidement, ben, c'est simple, la transparence. Depuis 2021, toutes les discussions sur le budget sont rediffusées, sont filmées. Il y a des discussions à cœur ouvert directement. Pourquoi? Parce qu'on veut comprendre pourquoi et on veut que les gens comprennent pourquoi est-ce qu'on prend des décisions, comment, qu'est-ce qu'on fait comme choix. Et ça permet justement de savoir que cet argent public-là est bien géré, mais aussi de travailler sur la confiance que les gens ont. Et ça, c'est quelque chose de tellement précieux en politique, de pouvoir justement faire confiance aux élus. Donc à ce niveau-là, c'est de continuer non seulement dans la transparence, de savoir exactement pourquoi est-ce que vous avez demandé ce fonds, pourquoi est-ce que vous avez mis cette taxe-là,
Et après, on est capable justement de, n'importe quel citoyen, éplucher chacun des rapports qu'il y a. Donc, c'est quelque chose sur lequel on s'est beaucoup battu. C'est quelque chose pour lequel on a réduit quasiment les huis clos au minimum en disant, à moins que ce soit un enjeu stratégique de ressources humaines ou de finances, mais vraiment comme qui doit être stratégique, tout le reste est en Ça fait 1 minute, merci. Marie-Claude? Merci. Alors, de mon côté, moi, je veux vraiment travailler à l'intérieur du cadre financier. Vous allez remarquer que je n'ai fait aucune promesse d'augmentation de budget. En fait, je ne parle pas d'argent parce que je veux travailler dans le cadre financier de la ville. Et je reviens souvent sur le fait que je veux m'assurer que chaque dollar investi par la ville a le plus d'impact possible, que chaque dollar investi par la ville va servir de levier aussi le plus possible. Donc, d'être à l'affût des programmes, de faire en sorte que nos partenaires vont aussi contribuer le plus possible. Je me suis engagée à un gel d'embauche parce qu'il y en a eu beaucoup dans les dernières années et je crois qu'il faut d'abord faire une réorganisation du travail pour s'assurer qu'on est le plus efficace possible. Dans une municipalité, on ne peut pas faire de déficit sur le budget d'opération. C'est illégal, on ne peut pas faire ça. Donc, et quand on vient au niveau des infrastructures, au niveau de l'immobilisation, donc évidemment, quand on fait des grandes constructions, on parlait tout à l'heure de l'usine de traitement des eaux, par exemple. La minute. Ben là, c'est ça. On a des infrastructures importantes qui doivent être... Merci, désolée, je n'ai pas le choix de couper. Guillaume, on va une petite minute. Allez. Oui, j'ai la minute Bien quand même. sûr. Très bonne question. On a travaillé au niveau des finances, puis le cadre financier. Nous, on trouve important d'aller dans les chiffres, d'explorer, puis de dire comment on peut revoir les choses. Ça va jusqu'à se dire, quand il y a des dépenses qui vont se faire, il faut encadrer davantage comment elles se font, comment on s'assure qu'il y a des plafonds dépensés sur les différentes choses. Je donne juste un exemple. Quand on ouvre les routes, puis j'ai un tuyau qui avait 50 ans, je l'enlève, j'en remets un nouveau. C'est une grosse opération très coûteuse. Il existe des façons de faire différentes, dont, entre autres, aller mettre des membranes dans les tuyaux qui sont déjà là, et ça leur donne 50 ans de vie utile de plus. Et ça, on sauve entre 25 et 50 % des coûts qu'on aurait. Si on fait comme d'habitude, on va dépenser ça. C'est des grosses factures. Il y a des enjeux, mais il y a moyen vraiment d'être plus rigoureux là-dessus. C'est de cette façon-là qu'on veut aborder ça. Et non pas juste dire, ils l'ont toujours fait, on fait confiance, puis allez-y. On n'a pas ce luxe. On va dépenser ce qu'on fait. Merci, merci, merci. Je laisserai la place à la prochaine personne. Merci. Bonjour, mon nom est Shaïs Matullah Habibi. Comme vous le savez, à la ville de Sherbrooke, on a plus de 20% des personnes immigrantes qui habitent à la ville de Sherbrooke. Et il y a 20 ans, un des maires qui avait nous promis de dire qu'on va engager d'ici 3 ans 20% des employés municipaux des personnes immigrantes. Mais malheureusement, il n'a jamais été fait. Aujourd'hui, nos enfants, tous étudient ici. Moi, 3 de mes enfants, ils ne sont pas trouvés d'emploi ici. Ils sont allés à Ottawa et travaillent pour le fédéral. Quel est votre engagement d'ici 3 ans ou 4 ans pendant votre mandat d'engagement vers les personnes immigrantes qui sont ici, ils ont fini la même université que le reste de la population? C'est quoi votre engagement? Merci, merci pour votre question. On va commencer par Guillaume, si possible. Oui, bien, mahaba. Et merci de la question. C'est important. Moi, j'ai grandi quelques années en Afrique, entre autres. Puis pour moi, pour les personnes immigrantes, c'est une richesse. Les étudiants qui sont ici, quand j'ai fait ma maîtrise justement en gestion, on était des étudiants du monde. Pour moi, c'est important de mettre en place. La ville peut se dire experte, mais souvent on a des organisations aussi qui sont très fortes pour aider à l'intégration et s'assurer de garder les talents. Pour vous dire aussi, moi, je crois tellement à cette richesse-là. Mes enfants, mes 3 derniers, sont en partie syriens aussi. Donc, pour moi, ça fait partie, ça va de soi, mais il faut effectivement qu'il y ait une volonté claire de cette intégration-là. Vous faites bien de le nommer. Puis pour moi, là, c'est assurément essentiel. Fait que sur 4 ans, je vais voir où ils sont rendus aussi là, sur cet élément-là, parce qu'il y avait effectivement eu des promesses, puis souvent, c'est remis en avant, là. Mais c'est de plonger dans ça. Merci pour le point. Merci. Marie-Claude. Merci, M. Habibi. En fait, il y a effectivement une politique d'embauche à la ville au niveau de l'inclusion. Et je vais être curieuse de voir c'est quoi l'avancement de cette politique-là, là où c'est rendu, c'est quoi les moyens qui sont mis en place.
Alors, encore une fois, je suis une fille de données et puis j'ai comme pas de... J'ai besoin de savoir où on en est réellement à ce niveau-là. Puis c'est pas juste une question d'en avoir à des postes spécifiques, là, mais c'est d'en avoir de façon représentative à différents niveaux de la hiérarchie, dans les différents services municipaux. Donc, c'est un enjeu qui est important et qui est sous la responsabilité de la direction générale, mais il y a quand même des questions intéressantes à leur poser. Merci. Marie-Claude, on va poursuivre. Raïs? Oui, donc, pour avoir été de l'autre côté du miroir, qu'est-ce que la ville peut faire pour engager justement plus de personnes issues de l'immigration ou des communautés culturelles? C'est aller de l'avant, donc aller vers eux, aller où les personnes dans les communautés culturelles se trouvent, pour la simple raison que ça permet de créer des liens et ça permet aussi de reconnaître des valeurs. Donc à ce niveau-là, je pense que la ville peut aller plus loin dans sa politique, puis je pense qu'on pourrait faire mieux, parce qu'en effet, donc, à l'intérieur de la ville, en fait, il y a beaucoup de travailleurs qui sont issus des communautés culturelles, mais parfois ça va être très dans des postes beaucoup plus comme bleu, beaucoup plus subalternes. Donc moi je suis très à l'aise de dire que non seulement on va continuer à travailler pour que la fonction publique de la ville de Sherbrooke, non seulement, oui, représente la diversité, mais la diversité dans son ensemble, que ce soit la diversité de genre, de culturel ou les différentes personnes qui composent la population de Sherbrooke. Merci. Finalement, Vincent? J'ai pas de données probantes autres que mes observations, mais ce que je remarque, c'est que les personnes qui sont employées à la ville de Sherbrooke, qui sont issues de l'immigration, c'est souvent des employés qui ont des emplois manuels. C'est ça que je remarque. Donc, dans les postes de direction, j'ai pas vu ou peu, en tout cas, c'est une minorité de personnes qui sont issues de l'immigration. Je pense que cet été, dans plusieurs, je suis sûr que mes collègues aussi vont témoigner de ça, j'ai vu dans les activités, j'ai vu plusieurs fois l'escouade de la ville, ressources humaines, donc on nous a donné des pliants, si tu veux travailler à la ville, etc., viens avec nous. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que les gens qui vendaient la ville, c'était des gens issus de la communauté locale de la ville de Sherbrooke. Donc, à un moment donné, si on veut rejoindre les communautés, exemple, moi, l'autre fois, j'étais au parc à Two-River un samedi soir, puis j'ai découvert qu'il y avait des communautés afghanes qui jouaient au soccer là à tous les samedis. Bien, si on envoie quelqu'un issu de la communauté un samedi soir parler de la ville de Sherbrooke, je pense qu'on peut aussi faire de la promotion et la ville se doit aussi d'être un leader dans ces côtés-là. C'est la minute. Alors, on va passer à la prochaine question. Merci. Super. Oui, il faut. C'est ça, je me penche. Jacob Auger, c'est drôle parce que je me suis fait couper ma question. C'est sur la rétention étudiante. Mais ma deuxième question. Ok, c'est bon. On va y arriver. Super. Ma deuxième question. Ayant eu le plaisir de faire le conseil municipal jeunesse, l'implication citoyenne commence dès un jeune âge. Parfois, dans votre optique, comment est-ce que vous faites la promotion de l'implication citoyenne auprès de nos jeunes à Sherbrooke? Merci. On va commencer par Vincent cette fois-ci, oui. En fait, j'ai été président du conseil municipal jeunesse pendant plusieurs années. D'ailleurs, Jacob, tu as été un des participants à l'époque. Donc, je pense que ça, c'est une initiative qui est mise en place et qui fonctionne. Dans nos écoles aujourd'hui, il y a des spécialités en robotique, en musique, en théâtre, en tout ce que vous voulez, mais en action civique, il n'y en a pas. Donc, de poursuivre cet élément-là, selon moi, c'est super important. Et demain, je m'en vais à l'école Beaulieu rencontrer des jeunes pour leur présenter la politique. Donc, tu sais, vivre la politique, c'est pas juste une fois aux 4 ans lors d'une campagne électorale. C'est entre les élections, aller rencontrer les gens. Puis quand je vois avec mes enfants, comme je vous disais tantôt, qu'à l'école, ça suscite des discussions, bien, on crée des citoyens de demain. Donc, je pense que, tu sais, moi, je fais de la politique pour les personnes, qu'importe leur âge, la ville de Sherbrooke, puis il faut accorder. Quand je fais du porte-à-porte puis que je parle, par exemple, à quelqu'un, je ne demande pas son âge si je trouve qu'il a l'air jeune. Je lui demande c'est quoi tes préoccupations, qu'importe son âge, parce que même si cette personne-là n'a pas droit de vote, son opinion est drôlement importante, d'autant plus que les décisions d'aujourd'hui, c'est eux plus tard qui vont vivre avec. Merci, parfaitement sur la minute. On va continuer avec Raïs. Oui, bien, juste pour répéter la question, parce que là, on parlait de garder les jeunes ou d'impliquer les jeunes? Non, mais en fait, ma question initiale, c'est la rétention étudiante. La deuxième question, maintenant, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait pour impliquer les jeunes davantage dans la communauté, justement, dès un jeune âge. Ah, mais ça ressemble un peu à la réponse que j'ai dit tantôt, c'est on va vers eux. On va vers eux. Hier, j'étais à l'école Beaulieu, justement. Ils sont super sympas, là. Je pense que c'est un super moment. Et donc, tous les candidats à la maison, en fait, on a été invités là.
Et à ce niveau-là, de justement leur faire confiance, qu'à leur âge, ils sont capables justement de nous apporter une vision de ce qu'ils veulent pour la société, mais aussi les impliquer. Donc à ce niveau-là, c'est aller vers eux, quand ils sont dans les écoles, dans les camps de jour, dans les différentes places, et les faire participer réellement. Donc avoir des budgets participatifs dans lesquels ils voient, il y a ma collègue Catherine Boileau qui avait fait un budget participatif pour l'école dans son secteur. Ils sont super contents, ils voient le pouvoir qu'ils peuvent avoir de proposer un projet et de faire, ils ont fait un jardin communautaire de ce côté-là. Donc c'est montrer qu'en politique municipale, ils peuvent faire une différence et on sera capable de l'attirer un maximum. Merci. Marie-Claude? Alors, deux choses. Moi, je suis une fan des conseils jeunesse. J'en ai eu plusieurs comme députée ministre. Et je crois que c'est super important et enrichissant autant pour les jeunes que comme nous, politiciens. Et c'est avec le Carrefour de solidarité internationale que l'initiative va se poursuivre. L'autre chose aussi, c'est que moi, je veux revenir avec des comités où est-ce qu'on peut avoir des citoyens, que j'appelle des citoyens experts, donc des citoyens qui ont des bonnes compétences dans le secteur dont on va parler au sein d'un comité, et des citoyens qui sont à la fois impliqués aussi dans le secteur en question. Pour moi, c'est justement super important, mais je veux m'assurer qu'il y a une représentation jeunesse, parce qu'autour de ces tables-là, ou de ces tables de concertation-là, on parle d'avenir. Alors pour moi, c'est incontournable que la jeunesse soit représentée. D'ailleurs, ça a été un combat pour moi comme ministre de l'Agriculture, les femmes et les jeunes. Et ça m'avait permis d'avoir, comment dire, la Fédération de la relève agricole du Québec m'avait remis le prix de la relève. Ça fait 1 minute, merci. On va enchaîner avec Guillaume. Les initiatives qui existaient, on va les poursuivre. On va essayer d'en avoir plus en termes de conseil municipal jeunesse. Souvent, ça fait générer dans les débats, dans l'intelligence collective, des nouvelles idées aussi. Il faut vraiment penser à faire autrement. Fait que c'est le genre d'initiatives qui vont aider. Un petit clin d'œil à Marie-Claude. Mon gars a fait la visite à Ottawa, puis c'est toi qui as fait visiter. Il a bien aimé ça. Elle a très bien fait ça. Puis, j'ai été invité par des jeunes journalistes à Montcalm, où j'ai été à l'école secondaire. C'était très touchant. J'étais ému quand j'y ai été aussi de voir que là, on a un rôle important à jouer après toutes nos années d'implication. Qu'on puisse en inspirer d'autres, mais une fois inspirés, c'est de leur laisser de l'espace pour qu'ils puissent justement amener des idées qu'on en a besoin. Voilà. Merci. Merci pour la question. On va passer à la question suivante. Vous êtes tous disciplinés, ça va bien. On vous écoute. Bonjour, je m'appelle Valérie Boisvert et puis je fais partie d'un mouvement qui se déploie au Québec qui s'appelle Multitude. L'objectif de ce mouvement-là, c'est de faire en sorte de lutter contre la concentration du pouvoir. Il y a la concentration du pouvoir au Canada, au Québec, puis dans les municipalités aussi. Puis comment lutter contre ça? C'est de faire descendre le pouvoir vers les citoyens. Alors, on a parlé un peu de participation citoyenne. Moi, je me suis impliquée souvent dans toutes sortes d'organisations. Puis, c'est intéressant les consultations citoyennes, c'est intéressant les budgets participatifs, mais c'est quand même des petites choses. Je sais que vous écoutez la population. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut comme faire descendre le pouvoir vers les citoyens, vers le peuple. Il y a des outils, il y a des choses qui ont été mises en place dans les dernières années. Mais la question que j'ai maintenant, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Quel genre d'outils on pourrait avoir? Quel genre de faire des essais démocratiques? Donc, est-ce que vous seriez d'accord? Est-ce que vous pourriez vous engager à faire un chantier de la démocratie locale pour trouver des solutions pour faire descendre le pouvoir au peuple, en fait? Une question qui va intéresser sûrement plusieurs personnes dans l'assistance. Alors, on va commencer par Guillaume. Oui, mais moi, j'adore ça. Pour avoir été dans la gouvernance citoyenne, dans les coops d'habitation, entre autres, puis d'autres formes de coop, on amène les gens à s'impliquer puis à être partie prenante. Donc, la démocratie, c'est pas facile. Prendre des décisions, mais le fait d'y participer, il faut le vivre. C'est une expérience, puis quand tu le vis, tu fais « OK, j'ai pas gagné mon point, mais on a eu des discussions, ça a enrichi. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant là. » Ce qui vient avec, c'est que ça prend de la formation. On a à former nos élus, nos fonctionnaires, nos citoyens, et principalement nos citoyens aussi, aux réalités de cette démocratie-là. Parce que les intéresser, pour que, qu'ils viennent une fois, c'est une chose, mais qu'ils s'y intéressent, puis qu'ils s'y impliquent, là, une espèce de profondeur dans l'engagement qui va venir si c'est proche de leurs besoins, si c'est ancré avec leur réalité. Mais assurément, j'appuie votre proposition. On va passer à Marie-Claude, merci. Moi, on risque de déplaire.
Pour moi, les élus sont imputables. Donc, les décisions, ultimement, ce sont les élus qui doivent les prendre. Et la façon de s'impliquer d'une façon citoyenne, bien évidemment, il y a le moment des élections, une fois. Mais je pense que c'est en s'impliquant dans différents organismes. Pour moi, c'est là qu'on peut faire une différence parce que c'est avec ton organisme que on discute en groupe, on a des intérêts communs, on structure notre pensée, on structure nos recommandations, notre mobilisation, et là qu'on peut porter notre voix. Après ça, c'est des regroupements d'organismes, et c'est là qu'on amplifie notre voix. Puis même à notre niveau, au niveau municipal, par exemple, quand on veut porter la voix des municipalités, ben c'est en se réunissant, c'est en parlant plusieurs maires et mairesses ensemble, c'est en se réunissant à l'Union des municipalités du Québec, par exemple. C'est comme ça qu'on fait porter notre voix. Donc moi, je le vois vraiment à travers les organismes, à travers des associations d'organismes, et c'est comme ça que la voix des citoyens peut avoir une influence. Merci. On va aller avec Raïs. C'est une excellente idée, mais l'enjeu principal qu'on a avec quand on veut la participation citoyenne, parce qu'on la veut là, c'est comment on garde les gens mobilisés. Et je pense que c'est là où on devrait plus travailler. Pourquoi? Parce que on a vu, en fait, à la ville, on a souvent des enjeux, ils vont être polarisants parce qu'on parle d'urbanisme, puis qu'on veut changer un quartier. Et l'enjeu en tant que tel, je dirais, c'est pas tant de pouvoir décentraliser le pouvoir que de garder les gens intéressés assez longtemps. Donc c'est pour ça que je pense que non seulement soutenir des initiatives comme des universités populaires, comme de l'éducation populaire ou des capsules en ligne qui expliqueraient aux gens que vous pouvez venir au conseil municipal à la période de questions. J'ai vu des projets bloqués parce que 4 personnes venaient régulièrement au conseil municipal. C'est un pouvoir incroyable que les gens ont. Donc à ce niveau-là, moi je serais vraiment pour, comme oui, on crée des outils pour que les gens qui veulent en faire plus le font, mais aussi pour dire aux gens, il existe déjà des choses qui peuvent faire, des leviers qui peuvent faire une différence. C'est la minute. Merci. Vincent? Je pense que à l'heure actuelle, dans ce mandat-ci, clairement, il y a eu une concentration du pouvoir vers le pouvoir du comité exécutif. C'est documenté, ça a été dit. Pour ma part, de redonner aux commissions des vrais rôles et responsabilités, en leur donnant au début du mandat, faites-nous un plan d'action sur c'est quoi vos priorités, puis en ajoutant, comme je vous disais, des citoyens experts aussi, comme c'était à l'époque. Ça, je pense que c'est une façon d'influencer le débat public, puis de décentraliser du bureau de la mairie et du comité exécutif, notamment avec ces commissions-là. On parle beaucoup. Une des choses que j'ai remarqué, notamment dans les consultations, c'est que les citoyens ont toujours l'impression qu'ils sont consultés alors que le projet est déjà réglé. Moi, dans les mandats que je veux donner, notamment aux commissions, c'est dans leur champ d'expertise, avec la Ville de Sherbrooke, avec les employés, qui soient en charge d'organiser ces consultations-là. Donc, si on a une consultation sur une piste cyclable dans un arrondissement, mettons, cas fictif, que les personnes dans la salle ont l'impression qu'ils ont été consultées à la fin du processus par les personnes qui n'étaient pas à propos. Malheureusement, la minute est terminée. Merci. Merci. Merci pour la question. Je vais inviter la prochaine personne à poser la question. Moi, je vais vous donner une minute de plus pour parler de participation citoyenne. Vous êtes chanceux. Excellent. On continue dans le même sujet, donc. Oui, bien, sur une autre angle. Oui. Angèle Trottier, je suis directeur de l'initiative Sherbrookeoise en développement des communautés. À Sherbrooke, il y a plusieurs communautés, il y a plusieurs quartiers. On sait qu'ils ne sont pas tous égaux, identiques par rapport à la lutte à la pauvreté et, je sais pas, à l'exclusion sociale. On s'excuse, notre micro est très bas. J'étais curieux de vous entendre là-dessus, sur comment vous allez concrètement contribuer à réduire les inéquités territoriales sur le territoire de Sherbrooke, puis à travers ça, comment vous allez aller chercher la voix des personnes les plus vulnérables qui n'ont pas nécessairement l'habitude de participer aux commissions, de participer aux instances classiques. Je vais parler de ce que moi je connais. Quand j'étais conseiller municipal du district des 4 saisons, je siégeais d'office sur la table de quartier 4 saisons à l'époque. Puis ça, c'est, mettons, l'implication des élus, c'est à degré variable, mais pour moi, c'est important d'aller rencontrer cette clientèle-là. Là, peut-être de travailler avec l'ISDC sur les différentes tables, ceux qui sont en ce moment, ceux où on sait qu'il y a des besoins, parce que, tu sais, on parle beaucoup là, de lutte à la pauvreté, mais aussi dans certains secteurs qui sont peut-être plus nantis, il y a aussi de la pauvreté sociale. Donc, il y a plusieurs façon d'aborder ça, mais si ça prend plus de tables en concertation avec l'ISDC pour aller chercher le pouls de la population, selon moi, c'est une façon d'aller plus loin et d'aller à la rencontre de ces personnes-là, parce qu'effectivement, ça arrive souvent qu'on se goûte, ça arrive souvent,
Souvent, il y a des cas que c'est les personnes qui parlent le plus fort ou qui sont les plus mobilisées qui font changer les dossiers, alors que les moins nantis, les moins organisés sont laissés pour compte et subissent ces décisions-là. Fait que je pense que moi, selon mon expérience, de rapprocher le politique, notamment de ces tables-là, ça peut permettre d'avoir une meilleure compréhension et un meilleur input là, en haut en bas. Merci, c'est la minute. On va continuer avec Raïs. Oui, quand on parle de lutte à la pauvreté, il faut en effet non seulement s'attaquer aux 4 différents piliers, je dirais, qui sont comme la sécurité alimentaire, le logement, le transport et la santé mentale. C'est sûr que pour les 3 premiers, la ville peut agir en essayant d'avoir justement comme un plan non seulement cohérent, mais en travaillant à plus de proximité. Ces dernières années, on a perdu énormément de proximité, il y a de cela longtemps, puis même si on a essayé de renverser la vapeur, il y a encore du travail à faire. Et c'est là où les organismes et les experts font une différence, parce qu'on peut aller les voir, on peut aller leur demander justement comment est-ce qu'on a une action concrète sur le côté alimentaire ou sur le logement. Et en travaillant avec ces expertises-là, on est capable, oui, d'avoir une vision d'ensemble comme ville, mais aussi de cibler certains quartiers, être capable de dire, ici on a besoin un besoin plus ciblé et des offres plus ciblées. Donc, je pense que c'est là où la ville peut faire une différence en étant un vrai allié. Merci. Marie-Claude. Je vais revenir encore sur l'importance des organismes communautaires pour porter la voix des personnes les plus vulnérables, mais je vais ajouter à ça le fait que la ville doit être un bien meilleur partenaire. La relation partenariale entre les services municipaux et les organismes communautaires doit s'améliorer de beaucoup. Parce que, bon, j'ai beaucoup de témoignages, on rencontre plein de gens dans les derniers mois où est-ce que c'est un peu la maison des fous quand tu demandes de l'aide à la ville et que ça prend beaucoup de temps, ne serait-ce que réserver une salle, c'est le parcours du camp battant. Donc, la ville doit faire beaucoup mieux en termes de relations partenariales. Je crois que c'est aussi le rôle des arrondissements, dans le sens que les conseillers municipaux, dans leur arrondissement, ont une connaissance plus pointue de leur milieu de vie. Et là aussi, il y a une proximité, un peu comme le disait Vincent, qui doit s'établir avec les tables de quartier et tout, et qui peut porter la voix de ces groupes-là d'une façon à l'autre. Merci. Merci beaucoup. Guillaume? Oui, bien, les deux mots, développement des communautés. Pour moi, le développement des communautés passe avec les gens des communautés, fait que les tables de quartier essentielles, s'assurer qu'il y en a représentés un peu partout, que les SDC se poursuivent. Tu sais, on a la chance, les SDC, l'Observatoire aussi estrien en développement des communautés, on a des structures actuellement organisées qui peuvent nous amener beaucoup plus loin, puis il y a des initiatives qu'on peut prendre. Moi, je pense que la ville doit être plus qu'un partenaire, ça doit être un leader dans ça. On a nos universités, cégep, santé, l'éducation, ça prend du leadership dans ça, puis la ville, avec des partenaires comme les SDC, peut vraiment aller plus loin sur ça. Voilà. Merci. Merci pour la question. Là, je vois la longueur de la file. Là. Je suis désolée qu'on n'aura pas le temps de prendre les questions de tout le monde. Là, je tiens à vous l'annoncer, à moins que vos questions soient... Hein? Ça dépend. Est-ce que c'est possible d'adresser votre question à une personne? Parce que là, c'est sûr qu'on a déjà dépassé. Là, c'est sûr qu'on aimerait ça parler toute la nuit, là, mais c'est parce qu'ils sont fatigués, les pauvres. C'est leur deuxième. Mais vous pouvez poser votre question. Si jamais votre question s'adresse à une personne en particulier, ça irait un peu plus vite. Mais sinon, c'est pas grave. Là. On peut couper de 30 secondes. On se coupe. Non, on ne peut pas faire. On va se prendre un autre 5 minutes. Là, tout le monde me regarde avec... Moi, je vous laisserai parler encore longtemps. Là. On s'entend que ça ne dépend pas de moi. Alors, on va y aller. Monsieur, vous voulez vous présenter rapidement, puis votre question. Je vais y aller rapidement le plus possible. Donc, on a vu une question tantôt sur les finances publiques. J'aimerais garder le même thème, mais dans complètement un autre angle. Donc, moi, je suis étudiant à l'université à la maîtrise en environnement et je travaille sur le rôle des municipalités dans l'éco-fiscalité en transition, puis Donc, je travaille un peu là-dessus beaucoup, puis les changements climatiques dans une ville, ça occasionne beaucoup de dépenses. Donc, les initiatives d'atténuation, d'adaptation, c'est des investissements beaucoup plus que des dépenses. Donc, on voit des villes, entre autres, se servir de l'écofiscalité pour changer nos fosses septiques, pour verdir un peu les terrains privés davantage.
Ça se veut des façons de lutter contre les hydrochaleurs, ça se veut des façons pour protéger l'eau, protéger notre territoire. Donc, ma question, est-ce qu'une personne aurait pensé à des mesures d'éco-fiscalité pour financer nos atténuations, nos adaptations au changement climatique? Parfait. On va commencer encore comme ça, mais là, 30 secondes seulement. Guillaume, allez. Ben oui, on y a pensé. La différence, c'est qu'il ne faut pas le passer à travers la gorge des gens qui vont recevoir ça. Les piscines, c'était pour moi une mauvaise piste. Mais par exemple, les stationnements, il faut le faire avec les propriétaires actuels et dire voici ce que vous pourriez faire en termes d'action écologique. Si vous ne le faites pas, il y aura une taxe. Mais voici le délai pour pouvoir faire les changements. Eux-mêmes vont être en mesure d'être agiles et de se retourner de bord pour mettre ça en place. Ils n'ont pas fait ça comme ça à Gatineau. Puis là, ça a polarisé la question. Puis c'est comme si c'est l'environnement ou l'entreprise, ça ne doit pas être en opposition. Merci. Marie-Claude. Oui, effectivement, il faut se poser la question, est-ce que c'est le but? Le but, c'est d'aller chercher plus d'argent ou le but, c'est de changer un comportement? Et puis moi, je serais absolument ouverte à l'innovation de façon générale. Et je pense que l'innovation au niveau de la finance responsable ou du financement d'impact, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Merci, Raïs. J'ai eu à travers des collègues de l'Université de Sherbrooke justement sur l'éco-fiscalité, c'est quelque chose qu'on a regardé, et la conclusion, c'est l'éco-fiscalité est faite pour changer les habitudes. Donc, plus vous mettez une taxe sur un comportement, le comportement change et les revenus vont baisser parce que le but, c'est de changer les comportements. Donc, je ferai la différence entre ça et prendre soin des infrastructures pour qu'elles soient plus résilientes. Mais en effet, l'éco-fiscalité pour changer les habitudes est parfaite. Parfait, merci Vincent. Bien, effectivement, là, c'est pas une façon d'aller chercher des revenus, c'est une façon de changer les comportements et je suis d'accord qu'on doit le séquencer dans le temps pour embarquer les gens à faire des changements significatifs pour la suite. Merci, merci. Alors, une autre question? Bonjour, merci d'étirer un petit peu le temps, c'est bien reçu. Alexandre de l'instance de concertation en immigration de Sherbrooke. Donc, on travaille, on mobilise une quarantaine d'organismes communautaires institutionnels qui ont à cœur les questions d'accueil, d'inclusion, de pleine participation des personnes migrantes et leurs familles à Sherbrooke. Ma question est simple et complexe en même temps, mais actuellement, on observe une polarisation accrue dans les débats publics quand on parle d'immigration. Donc, qu'est-ce que vous comptez faire pour favoriser un climat social qui, au minimum, n'attise pas ces divisions-là, évidemment, les renverse? Merci. Merci pour la question. Oui, ça peut être la dernière question. On va commencer par Vincent. En 30 secondes. En fin de soirée. En fait, écoute, comment? Ben, je pense que l'élu doit jouer un rôle positif, puis de ne pas embarquer dans le débat qu'on entend, puis de trouver des coupables, parce que c'est pas parce qu'il y a une crise du logement que c'est à cause de l'immigration, c'est pas ça le point. Mais je pense que juste de ramener ça à la base, ça c'est le rôle de l'élu de faire ça, puis par la suite, la politique d'immigration qui doit être renouvelée, ben, il faut qu'on reparte de façon plus audacieuse avec les partenaires, avec les groupes, même s'il y a des champs de compétences qui ne sont pas tous et toutes à la ville de Sherbrooke. Merci, Raïs. Créer des lieux de rencontre. C'est un peu que ça. On travaille des lieux de rencontre, on soutient les organismes qui font les lieux de rencontre. Parfois, ça peut être des écoles, des parcs, des fêtes. Une des fiertés de Sherbrooke, c'est toutes les fêtes et les événements qui mettent de l'avant la diversité, que ce soit le Festival des traditions du monde, le Festival du cinéma du monde. Donc, toutes ces activités-là, c'est des manières justement de normaliser l'autre, de montrer que l'autre est un être humain aussi et qu'il a un nom. Et à ce niveau-là, c'est là où la ville peut intervenir en investissant un peu plus dans le milieu culturel et les communautés. Merci, Raïs. Merci, excusez-moi. Et en fait, une bonne partie de ma carrière en développement international, c'est par ricochet un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je suis d'accord avec mes collègues sur leurs propositions, puis je pense qu'on doit plaider par l'exemple aussi. On doit mener par l'exemple dans la façon dont nous, on travaille. Et puis de multiplier les occasions pour démontrer justement, donner l'exemple. En 30 secondes, l'exemple c'est une chose, mais c'est pas assez. C'est sûr qu'il y a besoin de communication, il y a besoin de formation. On a fait beaucoup de porte-à-porte, là, c'est terrible. Je vous le dis, là. Puis en respect des gens, là, actuellement, ça devient comme la raison. Là. Puis plusieurs immigrants nous le disent, là. On avait comme depuis quelques années une espèce de... on a un peu d'espace, là, mais là, ça revient. Là, on devient responsable d'à peu près tout. Fait que là, on a beaucoup de boulot d'éducation populaire à faire. Merci. Je vous remercie tout le monde. Je suis vraiment désolée pour les personnes. Peut-être que nos candidats et candidates peuvent nous dire à quel moment
Les gens qui sont ici, qui auraient aimé poser une question, qui n'auront pas le temps ce soir, pourraient vous rencontrer si vous connaissez votre agenda par cœur. Dans les prochaines semaines, si vous êtes quelque part, ou de quelle façon, en fait, les gens qui n'ont pas eu l'opportunité de vous parler ce soir pourraient vous contacter. Guillaume, on va commencer par vous, puis ça va clore notre soirée après avec tout le monde. Vision Action Sherbrooke, on est au 1627 rue King West. Excellent. Donc, vous pouvez aller sur Internet aussi, nous rejoindre facilement. Comment? Ils sacent du monde dehors des coops. Ah, pas du tout. On va passer à Marie-Claude. Je m'excuse. Alors, Marie-Claude, on va laisser Marie-Claude parler. Mon site web, c'est mcvivo.ca. Vous pouvez me retrouver de cette façon-là. Mais si vous vous regroupez une vingtaine de personnes, ça va me faire plaisir d'aller passer une heure avec vous. Merci, Raïs. On est au 48 Wellington Nord. C'est assez intimidant, je vois ma face devant. Là, je suis pas encore habitué. Je suis jamais habitué, mais 48 Wellington Nord, juste à côté du pub, vous passez. Puis on est là tous les jours, de 10h à 20h. Il y a du bon monde. Ça, c'est fini. Moi, je n'ai pas passé au micro. Je suis là tout le temps quand je suis pas sur la route. Non, j'enregistre. Vincent, merci. Je vais rester sûrement prendre un breuvage s'il y en a qui veulent continuer. Sinon,